Un jour, le roi démon arriva dans le monde des humains. À partir de ce moment-là, un chaos complet a commencé. Des monstres ont inondé la terre, tuant de nombreux innocents. L'humanité, qui avait peur de la fin du monde, s'est tournée vers les seigneurs du ciel avec des prières pour mettre fin à ce chaos. Dieu a écouté le peuple et a promis d'envoyer un homme courageux sur terre qui détruirait le seigneur démon et sauverait ainsi le monde entier. Cependant, selon les instructions de Dieu, l'homme courageux restera tout le temps silencieux et portera un casque qui cachera son visage et empêchera les gens de savoir à quoi ressemble son sauveur. Et ce libérateur du peuple, Debota, une jeune fille chevalière dont la vocation est de vaincre le cruel roi des démons. Après cela, l'humanité pourrait continuer à vivre en paix en honorant son sauveur. Cependant, la réalité s'est avérée très dure. Le roi démon a vaincu le courageux Debo. La mort de la jeune fille a grandement bouleversé le Seigneur des cieux. Alors il a décidé de donner au libérateur une autre chance pour une vie qui devrait être heureuse. La seconde vie de Debota. Désormais, elle n'est plus une héroïne, mais une petite fille sans défense qui est obligée de voler de la nourriture au château local pour ne pas mourir de faim. Le nouveau nom de Debota est Diamond. Elle a actuellement 7 ans. La fille a les yeux bruns et les cheveux bruns courts légèrement ondulés. La jeune fille atteint la table sur laquelle se trouve un tas de nourriture, en particulier un sandwich juteux au poulet. Diamond regarde cette friandise avec des yeux affamés et ne comprend pas où se trouve son bonheur promis par Dieu. Soudain, Diamond entend des pas devant la porte. La jeune fille ouvre grand les yeux, attrape rapidement une pomme sur la table et la tient près d'elle. Puis l'enfant se jette un sort d'invisibilité et regarde timidement dans le couloir. Là, elle voit un homme aux cheveux noirs prendre une photo sur le mur. Il fait cela pour trouver un coffre-fort caché avec un grand livre. Diamond devine que le mystérieux étranger est probablement un ennemi du seigneur de Cester, qui est le propriétaire du grand livre. À propos, la jeune fille n'est pas surprise que le seigneur ait des ennemis, car c'est une personne très désagréable. Soudain, l'enfant remarque une lame d'épée près de son cou. La jeune fille a peur et s'apprête à retourner dans la pièce, mais elle entend une voix qui lui ordonne de retirer le charme d'invisibilité. Cette voix appartient à l'homme que Diamond regardait. La jeune fille tourne brusquement la tête en direction de l'inconnu et lui lance un regard indifférent. L'homme regarde l'enfant avec de grands yeux. Il semble qu'il ne s'attendait pas à une telle réaction à ses propos. Pendant ce temps, Diamond réfléchit à la manière de se sortir de cette situation. La jeune fille comprend qu'elle a déjà été découverte. Elle ne trouve donc rien de mieux que de donner un coup de pied à un inconnu. L'homme hurle de douleur et tente d'arrêter l'enfant. Cependant, Diamond ne l'entend plus. La jeune fille sort du château en courant avec un sourire aux lèvres. Elle est heureuse d'avoir réussi à échapper à l'étranger, car la moindre des choses qu'elle souhaite est de tomber entre les mains de quelqu'un. Le matin, le soleil éclaire une grande maison, probablement un abri, dans une des pièces de laquelle se trouve une chambre pour enfants. Tous les animaux, à l'exception de Diamond, dorment encore. La fille ment simplement les yeux ouverts. Elle ne pouvait pas dormir à cause de son aventure nocturne. Au bout d'une seconde, l'enfant s'assoit sur son matelas et regarde par la fenêtre. Diamond pense que sa vie actuelle n'est pas beaucoup plus heureuse que la précédente. À vrai dire, la jeune fille ne comprend pas du tout à quoi pensait Dieu lorsqu'il lui a permis de renaître dans un asile. Soudain, Diamond entend une porte grincer, ce qui la sort de ses pensées. Le directeur du refuge regarde dans la chambre, une douce femme d'âge moyen aux cheveux noirs coiffée en chignon soigné. La jeune fille salue poliment le gérant. La femme demande poliment à Diamond de quitter la pièce. Puis le gérant dit à la jeune fille, qui s'apprête à se lever du matelas, qu'un homme est enfin apparu et veut l'emmener. Diamond est choqué par cette nouvelle. L'enfant adoptif du refuge, âgé de 7 ans, regarde attentivement la femme, ne croyant pas que très bientôt elle aura une vraie famille. Le gérant parcourt le couloir du refuge. Petit Diamant se faufile derrière elle. Il semble que la jeune fille ne soit pas très heureuse d'avoir une famille. Le fait est que le refuge où vit l'enfant est un endroit pourri où l'on amène de beaux enfants pour les vendre aux riches. Diamond allait s'enfuir du refuge lorsqu'elle serait un peu plus grande. Mais, comme on peut le constater, les projets de la jeune fille n'étaient pas destinés à se réaliser. Soudain, la gérante aperçoit un homme de grande taille et en frappant dans ses mains dit « Oh, te voilà, tu dois en avoir marre d'attendre. » Diamond, quant à lui, à qui personne ne prête attention désormais, examine attentivement l'étranger et tente de deviner pourquoi son visage et sa silhouette changent petit à petit. Au bout d'une seconde, la jeune fille se rend compte que l'homme utilise la magie de l'illusion, qui n'est pas accessible à tout le monde. Diamond regarde le visage de l'inconnu,
qui a déjà cessé de changer, et se souvient qu'elle a déjà vu cet homme quelque part. Pendant ce temps, l'inconnu demande à l'enfant « Je pense que tu t'appelles Diamond ». La jeune fille est incapable de répondre car elle réalise soudain que cet homme est le même ennemi du Seigneur qui a surpris Diamond en train de voler la nuit dernière. L'homme demande à la jeune fille la permission de s'approcher. Diamond, serrant les poings d'excitation, décide de suivre d'abord l'étranger, et quand il arrête de la suivre, s'enfuit rapidement. Soudain, un homme aux yeux marrons et aux cheveux châtain clair fait quelque chose auquel Diamond ne s'attendait pas. Il prend la jeune fille choquée dans ses bras et, souriant gentiment, dit que cet enfant a l'air beaucoup plus lourd qu'il ne l'est en réalité. Alors l'étranger plisse sournoisement les yeux et dit « J'ai entendu dire que tu t'appelais Dia. Puis-je aussi t'adresser ainsi ?» La jeune fille regarde l'homme avec prudence et peur dans les yeux. Elle se dit qu'elle ne tombera pas amoureuse de son joli sourire. Pendant ce temps, l'étranger demande au responsable de l'asile de détruire tous les dossiers concernant Diamond. La femme, d'une voix quelque peu joyeuse, dit à l'homme de ne pas s'inquiéter, car le refuge n'annonce pas les noms des enfants emmenés. L'homme regarde le manager avec un peu de méfiance et dit « D'accord, je crois que vous ferez tout correctement. » Diamond est juste silencieux en ce moment. L'homme ne lâche pas la jeune fille dans ses bras, suit tout droit un chemin situé dans une forêt. Diamond se demande comment un étranger a pu l'acheter si facilement, car les prix des enfants de ce refuge ne sont pas abordables pour tout le monde. Puis l'enfant se souvient des incroyables capacités de l'étranger. Hier, il a vu à travers sa magie d'invisibilité, et maintenant il traverse l'illusion qui enveloppait la forêt. La jeune fille ne comprend pas ce que cet inconnu a prévu, et surtout, pourquoi il avait besoin d'elle, Diamond. Il est peu probable qu'il soit si bon qu'il dépenserait une fortune pour acheter un enfant dans un asile. Soudain, l'enfant et l'inconnu voient un garçon se précipiter vers eux à une vitesse vertigineuse. Il s'arrête à quelques pas de Diamond et de son père adoptif. L'apparence du garçon change progressivement. Très probablement, comme d'autres personnes présentes dans la forêt, il sait utiliser les charmes d'invisibilité. Une seconde plus tard, le jeune homme aux cheveux noirs et aux yeux jaunes retourne sa paume, qui émet une lueur jaunâtre, et dit à la jeune fille et à l'homme qu'ils sont apparus plus tôt que prévu. Le garçon se penche vers Diamond et sourit largement. La jeune fille continue de s'asseoir calmement dans les bras de son père adoptif et ne regarde même pas le jeune homme. En fait, Diamond est assez surprise par son apparence, mais elle ne le montre pas. Le garçon, observant un tel comportement, dit à la fille qu'il est impossible de l'appeler une enfant ordinaire. Le regard de l'homme après ces mots devient quelque peu triste. Le père adoptif de la jeune fille affirme que les éducateurs du refuge ne voient que l'argent chez les enfants pauvres. Sinon, il ne leur aurait pas donné le nom de pierre précieuse. Le garçon grogne et regarde l'homme et dit « Pour les escrocs qui vendent des enfants, ils donnent de très bons noms. » Puis le jeune homme se tourne à nouveau vers Diamond et lui dit qu'il est heureux de la rencontrer. Il tend la main pour caresser la fille, mais l'enfant ne semble pas aimer l'idée. Soudain, touchant à peine la joue de Diamond, le garçon ouvre grand les yeux. Il fut très impressionné par la beauté de la jeune fille. S'étant un peu calmé, le jeune homme commence à serrer les joues de l'enfant, essayant de comprendre s'il a abandonné. Le père adoptif de Diamond observe calmement cette photo. La jeune fille, lassée de l'insolence du garçon, hausse les sourcils et mord le doigt du jeune homme. Le gars, qui ne s'y attendait pas, crie et saute sur le côté. Puis il dit offensé « Une bagatelle mais avec du caractère ». Le père adoptif de Diamond dit au garçon que c'est de sa faute et qu'il devrait s'excuser auprès de la fille pour l'avoir touchée sans autorisation. Le jeune homme bâille paresseusement, jette ses mains derrière la tête et répond d'un ton paresseux « Eh bien, père ». Il s'avère que le garçon est le fils d'un cinglé qui a emmené la fille du refuge. Diamond écoute attentivement chaque parole de l'homme et du jeune homme. Il lui semble que ces deux-là préparent quelque chose, même si cela ne se voit pas à leur apparence. Le garçon ne comprend pas pourquoi il devrait s'excuser auprès de la fille, car Diamond elle-même a frappé son père adoptif la nuit dernière. L'homme expire bruyamment à l'évocation de cet incident, mais demande néanmoins à son fils d'être un peu plus poli. Pendant ce temps, la jeune fille se rend compte que l'étranger est le même homme qu'elle fuyait. Finalement, le jeune homme décide d'écouter son père et, prenant délibérément un air sérieux, s'excuse auprès de l'enfant. Diamond, qui pensait qu'elle devrait d'abord en apprendre un peu plus sur cette famille, demande au garçon quel âge il a. Certes, en posant cette question, la jeune fille n'a pas pris en compte une nuance. Elle zézait. Le garçon ouvre grand ses yeux jaunes et regarde Diamond sous le choc.
Littéralement après une seconde, Diamond réalise comment elle a prononcé cette phrase et commence à se mettre en colère. Elle se tord les mains et crie dans sa tête « Grand-père, j'ai récemment perdu mes dents de lait. » Mais le jeune homme ne peut être arrêté. Il se met à rire bruyamment et à déformer la fille. Pendant ce temps, l'homme qui tient Diamond dans ses bras porte un doigt à ses lèvres et se demande ce qu'il doit faire dans cette situation. Ayant un peu repris ses esprits, il se tourne vers son fils. « Giuliano, arrête de rire. » Ce à quoi le garçon lui répond. « Mais elle est si mignonne. » Diamond, dont les nerfs n'en peuvent plus, se met à crier après son frère adoptif. La fille demande combien de temps il va rire de sa prononciation. Et en général, sait-il quel âge elle a? Le gars se calme, s'excuse auprès de la fille et promet d'arrêter de rire. Cependant, Diamond, fermant les yeux, ordonne au jeune homme de fermer le sac. Le père et le fils se figent à ces mots. Diamond, essayant de sortir des bras de l'homme qui soupire bruyamment, dit qu'il est peu probable qu'elle ait été achetée juste pour rire. Une fois au sol, la jeune fille pointe du doigt le garçon et l'homme surpris et leur ordonne de raconter ce qu'ils font. Alors la jeune fille, les yeux grands ouverts de colère, crie « Pourquoi m'as-tu emmené ?» Le jeune homme et l'homme se regardent. Soudain, le garçon tombe à genoux et recommence à rire. Son père ne se retient pas non plus. Confus, Diamond se lève et regarde cela en silence. À partir de ce moment, commence la nouvelle vie de l'héroïne, qui a perdu toute sa dignité. La jeune fille replonge dans les souvenirs de sa première vie. C'était vraiment terrible. Les diamants n'étaient pas mieux traités à l'époque qu'ils ne le sont aujourd'hui dans le refuge. Elle était constamment grondée, battue. En un mot, elle n'était pas considérée comme une personne, mais comme une sorte de déchet. Mais une attaque inattendue de terribles monstres a complètement changé la vie de la jeune fille. Ce jour-là, les pouvoirs d'un héros s'éveillèrent en elle. Bien sûr, la jeune fille a réussi à gagner un match décisif contre les monstres. Cependant, ils ont tué tous les amis de Diamond avant qu'elle n'obtienne ses incroyables pouvoirs. Ensuite, la jeune fille fut invitée à étudier auprès du cardinal Maggiore. C'était un homme cruel qui épuisait la jeune fille avec un entraînement constant, nécessaire pour détruire le roi démon. L'héroïne a également vaincu cet adversaire, mais immédiatement après la victoire, elle est morte aux mains de celui qui l'a élevée, le même cardinal majeur. En raison des abus et des trahisons constants dans sa vie passée, la jeune fille a décidé qu'elle ne permettrait à personne de l'utiliser. Où qu'elle finisse, quoi qu'elle fasse, elle vivra la vie qu'elle a choisie. Diamond revient à la réalité et continue de regarder le garçon et son père adoptif. La jeune fille demande à nouveau pourquoi ils l'ont emmenée. Certes, malgré le regard menaçant et le ton sévère, les paroles de l'enfant semblent toujours drôles. En raison du manque de dents de devant, la prononciation de Diamond en souffre un peu. La jeune fille n'obtient aucune réponse à sa question, alors elle la répète une troisième fois. Cette fois, le jeune homme et l'homme ne se retiennent pas et, comme il y a quelques minutes, se mettent à rire. Mais Diamond lui-même n'est en aucun cas drôle. La jeune fille a été blessée tellement de fois dans sa vie passée et dans sa nouvelle vie qu'elle a fermement décidé de ne faire confiance à personne. L'enfant n'aime pas beaucoup cette situation. Il se met à grogner. L'homme, s'en apercevant, essaie d'étouffer son rire avec son poing et demande à son fils d'arrêter de rire. Cependant, le garçon ne peut pas s'arrêter. Finalement, le père adoptif de Diamond et le jeune homme se calment et décident de se recommander à la jeune fille. Le gars dit qu'il s'appelle Giuliano. Le nom d'un homme de grande taille aux cheveux bruns et aux yeux gentils est Eladius. Eladius sourit et ajoute avec une fierté non dissimulée dans sa voix qu'ils descendent de l'ancienne lignée ducale de Leocadia. En entendant ce nom, Diamond cesse immédiatement de se mettre en colère. Maintenant, son regard irradie de surprise. La jeune fille se souvient qu'elle avait déjà entendu parler de ce genre. Mais cela n'est pas surprenant, car il n'y a personne dans tout l'Empire qui n'en sache rien. Les membres de la famille Leocadia étaient vénérés comme le bouclier le plus puissant du pays. En même temps, ils étaient non seulement des défenseurs fiables du peuple, mais aussi des combattants qualifiés qui éliminaient sans pitié toutes les menaces qui pesaient sur l'Empire sur la ligne de front. Lorsque les chevaliers de Leocadia entrèrent sur le champ de bataille, tous les ennemis, effrayés par leur force, coururent immédiatement dans des directions différentes. Mais en plus d'incroyables aptitudes au combat, cette famille ducale avait un esprit fort. Les hommes de Leocadia étaient si courageux qu'ils n'avaient pas peur d'affronter l'empereur lui-même si le besoin s'en faisait sentir. Diamond a même entendu dire que les ducs de cette famille se sont non seulement rebellés contre le mauvais empereur, mais qu'ils lui ont également enlevé son pouvoir.
La jeune fille ne comprend pas ce que les habitants de Léocadia ont pu oublier dans ce village perdu. L'enfant demande pour la 4e fois à Eladius et Giuliano pourquoi ils l'ont emmené. Eladius jette un regard un peu triste à la jeune fille et commence à parler. Il prononce le mot « ça » et lève prudemment la main vers Diamond. Cela fait peur à la fille, car elle pense qu'elle avait raison. Dans le meilleur des cas, ces gens profiteront simplement d'elle, et dans le pire des cas, ils la tueront. Une seule larme coule sur la joue de l'enfant, mais les hypothèses de Diamond ne se sont pas réalisées. Au lieu d'envoyer la fille à l'école, l'homme lui tapote la tête et dit qu'il l'a emmenée parce que c'est une enfant douée. Giuliano se joint à la conversation. Le gars ajoute que même si Diamond n'a pas l'air d'avoir plus de 5 ans, elle est tellement intelligente. En un mot, le garçon et l'homme croient que les capacités de Diamond ne devraient être gaspillées dans aucun refuge. Eladius demande à l'enfant si elle maîtrise elle-même les charmes d'invisibilité qu'elle a utilisés si habilement la nuit dernière au château. L'homme était intéressé par cela, car il doute qu'une telle chose soit enseignée dans l'endroit pourri où la jeune fille a grandi. Diamond répond qu'elle l'a simplement vu, Eladius, utiliser cette magie et la répéter après lui. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. La jeune fille a appris ses charmes sur le champ de bataille. Eladius et Giuliano regardent l'enfant sous le choc. Une seconde plus tard, le garçon s'exclame avec enthousiasme. « Dia, tu es vraiment un génie !» Le jeune homme n'arrive pas à croire qu'une fillette de 7 ans maîtrise seule un si haut niveau de magie. Eladius soutient son fils, disant à Diamond que des enfants aussi talentueux sont rares. L'enfant elle-même, qui a mal à la tête à cause de ses éloges, se bouche les oreilles avec ses mains. Eladius met la main sur son cœur et propose à Diamond de les accompagner. Il argumente en faveur de cette proposition, en affirmant que quelqu'un comme elle trouverait sa place dans la famille Léonard. Diamond regarde l'homme avec incrédulité. La jeune fille est incapable de se rendre compte que des gens issus d'une famille aussi noble lui ont proposé, une pauvre orpheline, de faire partie de leur famille. Soudain, le regard de l'enfant devient quelque peu méprisant et indifférent. Diamond demande « Et si je dis que je n'irai pas, me tueras-tu » Une telle question choque à la fois l'homme et le jeune homme. Giuliano, qui est le premier à se ressaisir, dit à Diamond qu'ils ne le feront pas. Mais la jeune fille n'y croit toujours pas. Elle estime qu'ils ne sont nécessaires que pour renforcer le pouvoir de la famille Léonard. Eladius dit que Diamond s'est trompé. L'homme donne la main à la jeune fille et déclare que lui et Giuliano ne la tueront ni ne lui feront de mal sous aucun prétexte. Diamond regarde Eladius dans les yeux, essayant de voir s'il ment. La jeune fille analyse également son ton. En fin de compte, l'enfant conclut qu'il n'y a même pas la moindre trace d'hostilité dans la voix et le regard de l'homme. Eladius et Giuliano continuent de persuader Diamond de les accompagner. L'homme dit à la jeune fille qu'elle ne sera pas obligée de travailler au profit des terres de Léonard si elle les rejoint. Cependant, rester dans un refuge qui fait le trafic d'enfants n'est pas très sûr. Eladius ajoute ensuite que quel que soit le choix de Diamond, ils prendront soin de la fille jusqu'à ce qu'elle atteigne sa majorité. Giuliano est d'accord avec son père et dit que les enfants ont le droit d'être heureux. Diamond pense qu'il peut prendre soin de son avenir sans l'aide de personnes extérieures. Cependant, la jeune fille comprend que, apparemment, ces deux-là ne lui mentent pas sur leurs intentions. L'enfant porte la main à sa bouche et réfléchit à ce qu'il doit faire. Pendant ce temps, Eladius se tient calmement et n'empêche pas la jeune fille de prendre l'une des décisions les plus importantes de sa vie. Mais Diamond réfléchit trop longtemps. Alors l'homme décide d'intervenir dans ses pensées. Il suggère prudemment que la jeune fille ne peut pas si facilement accepter de les accompagner parce qu'elle s'inquiète pour les enfants du refuge. L'enfant est un peu confus face à une telle hypothèse. Mais au bout d'une seconde, la jeune fille promet fermement d'accompagner Eladius et Giuliano à condition qu'ils sauvent les autres animaux du refuge. L'homme réfléchit à ces mots. Bien sûr, lui-même n'allait pas laisser les enfants dans cet endroit pourri. Cependant, il n'a plus assez d'argent pour les soutenir. Soudain, une idée géniale vient à Eladius. Il regarde Diamond surpris, lève son index et dit qu'il distribuera tous les détenus du refuge dans leurs orphelinats. Bien sûr, ces lieux ne remplaceront pas la famille, mais au moins les enfants pourront y recevoir une éducation de qualité. Après ces mots, un sourire sincère s'épanouit sur le visage de Diamond, et la jeune fille accepte finalement de rester avec les membres de la famille Léonard. L'enfant joyeux écarte les bras sur les côtés, et sans s'en apercevoir, affaiblit sa protection magique. Giuliano, lui aussi, souriant, dit que Diamond a fait le bon choix. Dans la famille de Léonard, elle pourra manger autant de friandises qu'elle le souhaite. Désormais, elle n'aura plus à dévaliser les châteaux.
Puis le jeune homme sort de sa poche une serviette avec une petite boule rose enveloppée et la donne à Diamond. La jeune fille regarde avec les yeux grands ouverts ce que le garçon lui a donné. L'enfant pense que c'est une sorte de perle. C'est alors que la jeune fille, qui ne fait pas encore entièrement confiance à Eladius et à Junon, comprend que c'est du poison. Donc, ces hommes et jeunes hommes bienveillants sont des criminels après tout. Mais Diamond se rend alors compte que des niais comme eux ne penseraient tout simplement pas à une telle chose. Pendant ce temps, Giuliano, remarquant la surprise sur le visage de la jeune fille, se rend compte qu'elle n'a jamais goûté de telle douceur. Le garçon explique à l'enfant qu'il ne s'agit pas d'une perle, mais d'un bonbon. Il faut le mettre en bouche et attendre qu'il fonde. Diamond essaie d'utiliser sa magie pour discerner si ce n'est vraiment qu'un régal. Ou bien le jeune homme lui ment. Cependant, les amulettes ne révèlent rien de suspect dans le magasin de bonbons. La jeune fille se demande quel goût a cette chose étrange et ose enfin l'essayer. Giuliano, regardant tout cela de côté, commença à se réjouir et à sauter comme un enfant. Diamond met le bonbon derrière sa joue et se fige sur place. La friandise s'est avérée très savoureuse, plus sucrée que le fruit et fondante en bouche. Alors la jeune fille se dit qu'elle n'a jamais rien goûté de pareil auparavant. Toute la vie passée de Diamond a été occupée par des guerres sanglantes. Elle ne pensait même pas aux sucreries. Dans sa nouvelle vie, la situation ne s'est pas améliorée, car la jeune fille est née de nouveau dans un refuge où même la nourriture ordinaire n'était pas disponible. En réfléchissant, Diamond ne remarque pas que les bonbons tombent de sa bouche. Giuliano dit « Ah, eh bien, c'est tombé !» La jeune fille maudit à nouveau son manque de dents de devant. Pour cette raison, elle ne peut ni parler. Diamond se met à genoux et rampe après le bonbon, essayant de l'attraper. La fille dit qu'elle va simplement le secouer et le manger. Cependant, Giuliano arrête l'enfant en criant « Stop !» La jeune fille ouvre grand les yeux après avoir entendu cela et soupire bruyamment. Elle comprend que, malheureusement, elle n'aura pas le droit de manger ce bonbon. Pendant ce temps, Giuliano s'approche de la fille et lui dit « Je vais te donner 2 morceaux, mais s'il te plaît, ne ramasse rien d'autre par terre. » Diamond se sent mal à l'aise après ces mots. Dans sa vie passée, elle se contentait de balayer la nourriture sur le sol et de manger calmement. Diamond pense que ces aristocrates la traitent comme une enfant stupide, même si elle avait 18 ans dans sa vie antérieure. Mais que peuvent savoir les gens qui ont grandi dans le confort et la chaleur de la dure vie d'un guerrier? Diamond plisse les yeux et se détourne de Giuliano, déconcertée par ce comportement. Soudain, la jeune fille se souvient qu'elle voulait dire quelque chose au garçon dès qu'elle l'a vu. Mais comme il avait commencé à rire de son zésaillement, cela n'était pas possible. C'est pourquoi Diamond décide de tenter à nouveau de faire appel au jeune homme. Elle pointe du doigt Giuliano et lui demande quel âge il a, qu'il la traite comme une enfant. Le garçon dit qu'il aura 13 ans cette année. La fille est très surprise par cette réponse. Elle dit à Giuliano, hébété, qu'il a l'air beaucoup plus âgé. Le jeune homme sourit et explique gaiement qu'il n'est pas le seul à avoir l'air aussi adulte. Le fait est que les représentants du genre Léocadia ont une caractéristique. Ils grandissent beaucoup plus vite que les autres. Ensuite, Giuliano met sa main sur la tête de la jeune fille, ce qui ne semble pas lui plaire, et dit que s'il a répondu à sa question, il est temps pour eux de partir, car la route n'est pas très proche. Diamond pense qu'il se passe tellement de choses incompréhensibles dans sa vie. Même si elle renaît, son monde est encore limité, et elle était trop jeune pour survivre seule. Ses pensées sont interrompues par la voix d'Eladius, qui propose un goûter aux enfants. La jeune fille regarde le costume de Giuliano et décide qu'il serait vraiment préférable de rester avec ces S2-là pour commencer. S'ils s'avèrent être des païens, Diamond s'enfuira tout simplement. Avec ces personnes, aussi étranges qu'elles puissent paraître, l'enfant pourra apprendre bien plus que d'être entre les 4 murs du refuge. Alors pourquoi ne pas saisir cette chance? Dîner au domaine familial. Léonard. Diamond pose le couteau sur l'assiette vide, en le claquant assez fort. Bien sûr, un tel comportement n'est pas considéré comme très décent, selon les règles de l'étiquette, mais la jeune fille a grandi dans un refuge. Puis Diamond, vêtue d'une jolie robe rose, ferme les yeux, s'essuie proprement la bouche avec une serviette et remercie Giuliano pour la friandise. En disant ces mots, l'enfant a l'air aussi sérieux que possible. Giuliano soutient sa tête avec sa main et, comme toujours, souriant sincèrement, dit d'un ton rêveur « Et pourquoi y avait-il besoin de se pencher? Regardez avec quel appétit elle a tout mangé. » Il se souvient ensuite comment lui et Eladius ont essayé de laver Diamond. La jeune fille a résisté et a déclaré qu'elle s'en sortirait parfaitement sans aide extérieure,
car même les enfants devraient avoir leur espace personnel. De plus, l'enfant n'a pas voulu porter une nouvelle robe pendant longtemps. Cela peut s'expliquer par le fait que Diamond n'est tout simplement pas habituée à de tels vêtements. Elle se rendait toujours au refuge en haillons. Cependant, Giuliano a quand même réussi à la convaincre. La jeune fille, qui n'aime pas cette conversation, change de sujet. Elle demande pourquoi le duc est si en retard. Le jeune homme répond qu'il fait face à un danger. Une seconde plus tard, Giuliano ajoute que le père n'est pas duc, mais comte. Le titre de duchesse est détenu par la matriarche de la famille. La fille dit qu'elle l'appellera alors le comte. Giuliano serre légèrement la manche de sa chemise moulante, baisse les yeux et dit à Diamond que ce n'est pas mal non plus, mais ne serait-il pas mieux qu'elle appelle son mari papa? La fille se mord la lèvre et pense que c'est trop. Le gars, sans remarquer son expression faciale, continue de dire que lui, Giuliano, serait très heureux si elle l'appelait frère. En prononçant ces mots, le jeune homme se retient à peine de rire. Se calmant un peu, Giuliano dit à la hâte que Diamond peut bien sûr choisir comment s'adresser aux nouveaux membres de sa famille. Elle n'est pas obligée de faire quoi que ce soit. Dans son esprit, Diamond dit qu'en raison du fait qu'elle était orpheline dans sa vie passée, il lui est difficile d'accepter quelqu'un comme sa famille. La fille sourit et dit qu'elle est juste gênée de les appeler ainsi tout de suite. Le jeune homme est quelque peu surpris par ses propos et affirme que Diamond n'a pas de quoi avoir honte. Puis le garçon soupire et demande soigneusement à l'enfant s'il peut l'appeler Dia. Diamond sourit gentiment et répond que cela ne la dérange pas du tout. Soudain, Giuliano jette un coup d'œil au bracelet qu'il porte au bras, qui émet une lueur bleue, et dit « C'est étrange, papa s'éloigne petit à petit. » Remarquant la surprise de Diamond, le garçon explique à l'enfant que ce bracelet en a une paire. Il permet de savoir où se trouve la personne qui porte la deuxième partie du kit. Giuliano ajoute qu'Eladius a dû quitter le village. La fille dit qu'il serait alors temps pour eux de partir eux aussi. Le jeune homme tente de résister à Diamond, affirmant que son père leur a dit de rester ici. De plus, l'endroit où se trouve actuellement l'homme peut être dangereux. Cependant, la jeune fille dit à Giuliano d'arrêter de se comporter comme un petit enfant. Quelques minutes plus tard, le garçon s'engouffre à travers la forêt à une vitesse vertigineuse. Un peu effrayé, Diamond se tient par les épaules et regarde attentivement la route. Soudain, la jeune fille aperçoit 3 inconnus qui se trouvent à 100 mètres de son frère et de sa sœur. Diamond décide qu'il pourrait être dangereux. Il est donc préférable de laisser Giuliano ici. L'enfant demande au garçon de s'arrêter un instant. Le jeune homme obéit à Diamond et la dépose soigneusement au sol. Puis il s'agenouille et demande à la fille s'il allait trop vite. Giuliano pose une telle question parce qu'il a peur que la jeune fille tombe malade. Cependant, Diamond saute brusquement en disant « Cela pourrait être dangereux là-dedans. Alors attends ici, ours !» Abasourdi, Giuliano reste immobile. Le garçon ne comprend pas ce qui se passe ici et surtout, pourquoi on l'a appelé ours. Pendant ce temps, Diamond s'envole littéralement vers l'arbre en pensant qu'elle a retrouvé son père. Eladius est agenouillé, attaché à un chêne géant. 3 inconnus se tiennent à côté de l'homme. Ils sont vêtus de vêtements gris et ont des épées à la main. Soudain, Eladius ressent une sorte de magie. L'homme pense qu'elle appartient à Diamond. Mais il rejette immédiatement cette hypothèse, car elle est trop dangereuse pour l'enfant d'ici. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. La jeune fille se jette sur les criminels et les disperse dans différentes directions d'un coup puissant. Eladius est incapable de prononcer un mot à cause du choc. Mais les étrangers se sont avérés loin d'être des personnes faibles. L'attaque de Diamond ne leur a fait presque aucun dégât. Les criminels se mettent à rire. L'un d'eux dit « Où es-tu, espèce de canaille? Ne vous cachez pas comme un lâche pathétique. » L'autre homme apporte son épée et dit qu'il est très facile d'esquiver de telles attaques. Et étant donné qu'ils sont des criminels professionnels, ces coups ne sont rien pour eux. Mais Diamond, confiante dans sa victoire sur ces 3-là, sourit d'un air menaçant et touche l'épaule de l'un des criminels. Il se met à crier de manière stridente et à appeler ses frères à l'aide. C'est exactement ce que la jeune fille a fait délibérément. Car le point faible des gens, ce sont les yeux, et les criminels, ce sont les épaules. Eladius, avec une égratignure sur la joue, regarde le combat en silence. Il n'interfère pas, car il est sûr que Diamond elle-même s'adaptera parfaitement à ces créatures. Et l'homme s'avère avoir raison. Au bout de quelques secondes, les criminels se retrouvent dans le sol jusqu'au cou. Ils sont probablement déjà morts. Puis le comte est libéré et il commence à se comporter comme si de rien n'était. Diamond demande à l'homme si tout va bien pour lui. Il sourit avec retenue et répond
Ah, ouais, je vais bien. Pendant ce temps, Giuliano se tient non loin du lieu de la bataille, une pelle à la main, essuyant la sueur de son front. La jeune fille, quelque peu surprise par la réponse d'Eladius, dit à l'homme qu'il y a quelques minutes, il avait l'air grièvement blessé. Le comte explique à l'enfant qu'il faisait juste semblant. Ici, Giuliano intervient dans la conversation. Il dit avec mécontentement: « Mais père, était-il nécessaire d'agir avec autant de cruauté? Nous avons eu le poison comme prévu, c'était possible juste un peu. » Mais Geladius interrompt son fils au milieu d'une phrase et, avec un petit rire, dit qu'il n'a rien à voir avec cette affaire. Soudain, les hommes sont distraits par Diamond, un peu effrayés. La jeune fille tremble un peu et demande aux deux membres confus de la famille Leonard ce qui s'est passé. L'enfant pense qu'il y a des problèmes. Le comte se tourne vers son fils et dit avec colère que lui et Diamond se sont comportés de manière irresponsable. Lui, Eladius, ordonna aux enfants de l'attendre, mais ils ne lui obéirent pas. Giuliano se gratte l'arrière de la tête avec la main et dit à son père que lui et la fille s'inquiétaient juste pour lui. Puis l'homme se tourne vers Diamond et lui demande de ne plus recommencer. La jeune fille regarde son père adoptif avec des yeux innocents et promet que cela ne se reproduira plus. Diamond demande également au comte pourquoi il a fait semblant d'être blessé. L'homme répond sérieusement qu'il l'a fait pour prendre quelque chose aux assaillants. Après ces mots, Eladius avance sa main gauche. Dans la paume du comte se trouve un objet qui émet une lueur violette magique. L'homme le jette en l'air et les enfants voient qu'il s'agit d'un petit verre contenant un liquide épais à l'intérieur. Geladius dit au garçon et à la fille que le liquide est un poison mortel et qu'il faut faire attention à ne pas le laisser entrer en contact avec la peau. Giuliano explique à Diamond surpris que les anciens propriétaires du poison sont des membres de la famille Eurali. Le jeune homme ajoute qu'ils utilisent souvent du poison. Il faut donc être vigilant lorsque l'on communique avec les membres de cette famille. Ce poison ne peut être neutralisé même par le pouvoir divin. C'est pourquoi le comte fit semblant d'être vaincu, sans attendre qu'il soit tué. Les criminels n'étaient pas non plus très patients. Si tous les trois osaient s'en prendre à un homme de la famille Leocadia. L'homme plisse les yeux et, souriant gentiment, dit que les garçons n'avaient tout simplement pas d'autre choix. De cette attaque dépendait la place de l'héritier. Dia, assise dans les bras de Giuliano, bâille bruyamment. Elle ne comprend pas de quel héritier parlent son père adoptif et son frère. Le comte s'en aperçoit et dit que Dia doit être très fatiguée. Giuliano devine que la fille se sent épuisée car elle a dépensé trop de mana pendant le combat. Eladius se dirige vers Diamond, dont les yeux se ferment déjà, et lui tapote doucement la tête. Même si la jeune fille n'aime pas de telles démonstrations de tendresse, elle n'a aucune envie de se mettre en colère maintenant. Le comte s'adresse avec douceur à l'enfant. Il est nécessaire de bien renforcer le corps afin d'utiliser habilement le mana. Même si tu as eu la chance de naître avec un potentiel magique considérable, tu es encore trop jeune. La fille décide que maintenant il vaut vraiment mieux se reposer. Elle ferme ses yeux marrons, s'appuie contre l'épaule fiable de Giuliano et s'endort profondément. Diamond fait un rêve court mais terrible. Les souvenirs de sa vie passée reviennent à la jeune fille. Une enfant voit le jour où une meute de monstres a attaqué son village. Ensuite, la pauvre fille a beaucoup pleuré, car même avec l'épée du héros dans les mains, elle ne pouvait sauver personne. Comme déjà mentionné, les monstres ont tué tous ceux que Diamond aimait et appréciait, bien avant que son incroyable pouvoir ne soit réveillé. Soudain, l'enfant entend une voix familière qui lui dit « Dia, réveille-toi !» La jeune fille ouvre lentement les yeux et se rend compte qu'elle est dans une calèche et que la voix familière appartient à Giuliano. Le garçon, qui n'a aucune idée que Diamond a fait un cauchemar, informe la fille qu'ils sont presque sur les terres de Gapo et qu'ils s'arrêteront dans une auberge. La jeune fille n'est pas encore complètement réveillée. Elle tend la main et pose des questions sur les terres de Gapo. Eladius, assis en face des enfants, répond que Apo est le quartier le plus proche du duché de Leocadia. L'homme dit qu'aujourd'hui ils se reposeront bien à l'auberge et qu'ils repartiront le matin. De l'eau fraîche et propre coule du robinet. Diamond, qui est en train de se laver, se demande pourquoi elle a soudainement fait ce terrible rêve où elle était attaquée par des monstres. La jeune fille ferme l'eau et s'essuie le visage avec une serviette moelleuse. Ensuite, l'enfant se regarde dans le miroir et suppose que la raison de l'horreur est sa rencontre avec des personnes de la famille ducale. Mais Diamond se rend compte que cette hypothèse semble même stupide et se force à arrêter d'y penser. La jeune fille commence à regarder son reflet dans le miroir et constate avec satisfaction que Dieu l'a récompensée par sa beauté. Et en effet, la fille a l'air très mignonne, de grands yeux marrons dans lesquels on peut se noyer,
des cheveux châtains brillants et des joues potelées. Soudain, la voix de Géladius vient de la porte de la salle de bain. L'homme demande si Dia a fini de se laver. La jeune fille a peur, s'éloigne brusquement du miroir et donne à l'homme une réponse affirmative. La porte fait un grincement à peine audible. Le comte entre dans la salle de bain, tenant une grande serviette verte à la main. L'homme veut aider Diamond à se sécher. L'enfant, dont la voix est un peu tremblante face à l'apparition inattendue d'Eladius, acquiesce. Le comte se tient derrière la jeune fille, prend dans ses mains un étrange objet en bois avec des motifs, semblable à un sèche-cheveux, et commence à le passer sur les cheveux du petit diamant. La jeune fille, vêtue d'une robe de nuit en soie rose tendre, est assise calmement et ne bouge même pas. Soudain, Géladius demande à l'enfant de l'écouter attentivement. Il dit qu'il y a de fortes chances qu'elle, Diamond, ait des racines aristocratiques. La jeune fille, qui était orpheline dans sa première et sa seconde vie, est surprise par les paroles du comte. L'homme dit que, bien sûr, les génies naissent parfois parmi les gens ordinaires, mais que le mana, en règle générale, est hérité. Le comte ajoute également que la plupart des aristocrates sont dotés de mana, donc au moins un des parents de Diamond pourrait être d'origine noble. La jeune fille penche un peu la tête en arrière et dit d'un ton indifférent à Géladius, qui pense que Diamond est la fille d'aristocrate, qu'elle ne s'intéresse pas au titre. Qu'importe à un enfant qui sont ses parents s'ils l'ont abandonné. Le comte soupire tristement et dit à Diamond qu'il lui en a parlé car il y a des domaines qui, contrairement à Léocadia, apprécient vraiment d'avoir un titre. Les personnes qui n'en ont pas peuvent être traitées comme des détritus dans ces zones. Ayant fini de sécher les cheveux de la jeune fille, l'homme prend une brosse rose ornée de bijoux et commence à peigner doucement les boucles indisciplinées de Diamond. L'homme dit que si la fille a des difficultés liées à son origine, elle peut utiliser en toute sécurité le nom de la famille Léonard. Le comte cesse de s'occuper des cheveux de la jeune fille. Eladius pose ses grandes paumes sur les fines épaules de l'enfant et dit à Diamond que tout est prêt. Il lui demande également si elle aime ses cheveux. La jeune fille regarde le travail de l'homme à l'aide d'un petit miroir qu'elle tient dans ses mains. Soudain, Diamond se rend compte que personne ne lui a peigné les cheveux, ni dans sa vie antérieure ni à l'asile. La jeune fille remercie Eladius d'une voix tremblante d'excitation. L'homme ferme les yeux et sourit, il semble content de lui. Diamond continue d'examiner ses cheveux dans le petit miroir doré et décide que désormais elle se laissera coiffer. Une fille à l'expression sombre est assise sur un luxueux lit blanc. À côté d'elle se trouve un énorme ours en peluche, plus gros qu'elle, avec un nœud rouge autour du cou. Non loin du lit se tient un Giuliano joyeux. Le gars dit qu'il a consacré beaucoup d'efforts et de temps à acheter cette peluche géante, car l'ours a fière allure à côté de la fille. Diamond soupire de fatigue et admet qu'elle a finalement perdu contre son frère. L'ours lui a donné un ours. Ça a l'air plutôt drôle. Il y a quelques minutes, par une chaude soirée, des cris se font entendre depuis la maison où résidaient les membres de la famille Léonard. Diamond prouve à Giuliano qu'elle n'a pas besoin de cadeaux car, malgré ce que tout le monde pense, elle n'est pas une enfant. Mais le gars ne va pas abandonner si facilement. Lui, tenant un ours en peluche dans ses mains, supplie la jeune fille de tenir au moins le cadeau entre ses mains, car lui, Giuliano, a tellement essayé de l'obtenir pour elle. De plus, ce jouet est un produit unique des terres Apo et ne peut être ni échangé ni retourné. La jeune fille soupire de colère et demande comment un ours en peluche ordinaire, dont il y en a beaucoup partout, peut être un produit unique. Le jeune homme dit « Ah, alors tu parles de ça ?» Puis il sourit mystérieusement et montre à Diamond une patte d'ours. Il montre 10 chiffres roses vifs. Giuliano explique à la jeune fille que, même si l'ours ressemble à une peluche ordinaire, si vous entrez un code secret, il ouvrira un espace magique à l'intérieur qui pourra être utilisé pour ranger des objets. Après ces mots, l'enfant s'intéresse enfin au cadeau. Diamond demande au garçon « Est-ce que c'est quelque chose qui ressemble à un sac ?» Le garçon confirme la supposition de la fille. Puis Giuliano se penche un peu vers Diamond et dit doucement que le comte veut lui plaire d'une manière ou d'une autre. Le jeune homme demande une fois à la jeune fille de faire comme si cela lui plaisait et d'accepter le cadeau. L'enfant accepte à contre-cœur et prend l'ours dans ses mains. Diamond commence à regarder attentivement le cadeau et se rend compte, plus elle regarde l'ours, plus elle l'aime. C'est l'heure de dormir. La jeune fille est allongée dans son lit, serrant son cadeau dans ses bras. Giuliano est assis sur une chaise non loin du lit. Il raconte à Diamond tout ce qui se passe dans le monde pour qu'elle s'endorme plus rapidement. Le gars parle beaucoup de sa famille. Le duché de Léocadia est situé au nord du continent, où les terres habitables sont bordées de falaises infranchissables.
La jeune fille est surprise par cette information. Elle demande au jeune homme s'il est sécuritaire de construire un château près des rochers, car il y a des meutes de monstres forts et assoiffés de sang. Giuliano répond que c'est un point de vue valable. Mais en fait, ces terres sont les terres les plus sûres pour vivre, car elles sont bénies par le Seigneur des cieux, et donc protégées de toute impureté. Après avoir entendu parler du souverain des cieux, la jeune fille demande au garçon d'en parler plus en détail. Giuliano dit que lorsque le monde a été créé, le Seigneur du ciel a créé des monstres qui dévorèrent le mal pour maintenir l'équilibre sur terre. Au fil du temps, divers vices humains ont commencé à apparaître. L'avidité, l'insensibilité, le manque de sincérité, etc. En conséquence, le nombre de monstres a commencé à augmenter, et ils sont devenus plus forts chaque jour. C'est pourquoi le souverain du ciel, voyant tout le chaos dans le monde résultant de la violation de l'équilibre entre le bien et le mal, a pris forme humaine, est descendu sur terre et a aidé les gens. L'une de ses faveurs était la bénédiction des terres proches des rochers du chaos. Il a protégé cette zone. Diamond réfléchit au fait que personne ne lui a parlé de l'histoire du monde. Une seule pensée a été martelée dans la tête de la jeune fille. Elle doit vaincre le roi démon. La jeune fille demande à Juliana comment le Seigneur du ciel a aidé les gens. Le garçon croise les mains sur sa poitrine et dit d'un ton sérieux que la chose la plus importante pour les gens était la prophétie du Seigneur des cieux. Il dit que lorsque les vices des humains deviennent trop forts et que le roi démon marche sur le sol, un héros apparaît pour l'arrêter. Et cette prophétie s'est réalisée. Le héros qui avait éveillé le pouvoir de la lumière a vraiment vaincu le roi démon. Le jeune homme ajoute que les annales affirment que cet événement s'est produit il y a 70 ans. Après ces mots, la jeune fille saute sur le lit et crie. Ce comportement de Diamond effraie un peu Juliana. Il demande à l'enfant ce qui lui est arrivé. Mais la fille, semble-t-il, n'aime plus le garçon maintenant. Elle vient de réaliser qu'elle a une nouvelle vie 10 ans après la mort de Debota. Ce chiffre compte beaucoup pour Diamond, car ce temps est suffisant pour que tout ce que savait l'ancienne héroïne change radicalement. La jeune fille est assise sur le lit, les yeux grands ouverts. Excitée, Giuliano demande à Diamond quelle est la raison de son cri soudain. « Désolée, je pensais juste », répondit Diamond. Elle grimaça et essaya de se ressaisir. La jeune fille a demandé à Giuliano de lui parler plus en détail du héros qui a vaincu le mal. Mais elle savait seulement qu'il avait vaincu le roi démon. Même si Dia se sentait incertaine, la sueur coulait sur son visage. Mais elle essayait de ne pas trahir ses propres mensonges et de rester calme. Le frère lui a demandé si elle aimait aussi les histoires de héros. Elle s'est exclamée sur son amour pour ce genre. Et avec un regard doux, elle a encore une fois demandé une histoire à Giuliano. Il réfléchit. En fait, il en savait aussi beaucoup. Cela a surpris l'enfant. Elle s'attendait à quelque chose de différent. En général, personne ne connaît le héros. Même ceux qui combattaient au corps à corps avec Debota ne pouvaient pas dire quel genre de personne elle était. Le jeune homme a continué à parler du fait que l'héroïne était également muette. Et c'est pour ça qu'elle n'avait plus aucun souvenir. Dia était furieuse. Elle n'était pas bête. C'est Najori qui lui a ordonné de se taire. Mais elle se ressaisit rapidement et accepta le récit de la douce enfant. Giuliano lui a proposé de lui raconter une autre histoire, car il voyait la déception sur son visage. Elle a accepté avec joie. Mais son frère a dit qu'il était temps pour elle de dormir, que l'histoire serait demain. Diamondi n'aimait pas ça, mais elle n'avait pas le choix. Elle a décidé que le jeune homme se comportait ainsi parce qu'il ne connaissait pas la réponse. Le soleil s'est déjà levé dehors. Une voiture roulait sur la route, et Diamanda continuait à dormir profondément. Giuliano était assis en face de Diamond. Lorsque la sœur ouvrit les yeux, il lui demanda si elle n'avait pas bien dormi. Mais elle a répondu que tout allait bien et qu'elle dormait profondément. Cependant, elle ne dort jamais suffisamment. C'est peut-être parce qu'elle est une enfant. Mais à part ça, elle a été hantée par des horreurs cette nuit-là. Seulement elle a entendu le nom de Debo. Des souvenirs et des horreurs dont on ne pouvait se débarrasser l'ont immédiatement engloutie. Puis, lorsque ses premières forces apparurent, le cardinal prit l'enfant avec lui. Il la croyait à chaque mot, même si elle était encore jeune. Il l'a forcée à s'entraîner. Il ne m'a pas permis de parler car cela affaiblissait mes forces. La fille a fait tout ce qu'on lui disait. Le cardinal craignait que Diamond ne révèle pas son secret. Giuliano et Dia montaient en calèche. Le garçon a suggéré à l'enfant de s'allonger pour dormir. Elle ne savait pas si elle avait vraiment l'air si distraite. La fille a dit que si elle s'endort maintenant, elle ne pourra pas le faire la nuit. Elle a décidé de changer de sujet et a prévu que Giuliano lui raconte l'histoire promise hier. Le jeune homme a déjà oublié,
Mais j'ai quand même décidé de le dire. Cependant, il a prévenu que l'histoire porterait sur son sombre passé. Et c'est un secret. Diamond était surprise, car elle ne s'attendait même pas à une conversation intéressante. Elle voulait juste changer de sujet. Giuliano commença à raconter. Une fois, il s'est enfui de chez lui lorsqu'il était enfant. Tout cela parce qu'il voulait devenir un héros. Il pensait que s'il vainquait le monstre des rochers du chaos, il serait capable de sauver les gens et de gagner leur reconnaissance. Mais avec un sourire, il a terminé l'histoire en disant que, heureusement, son père l'avait attrapé et ne l'avait pas laissé s'enfuir et faire des bêtises. Diamond était surpris de vouloir être un héros. Mais le garçon a expliqué que la vie du duc n'est pas aussi agréable qu'on le décrit. Et il était alors à un âge où il aimait les histoires de héros. Il n'est donc pas surprenant qu'il ait voulu être l'un d'entre eux. Mais Dia a noté que c'était trop dangereux. Le frère accepta et réalisa que son histoire n'était pas très intéressante. Il a effrayé ma mère et l'a fait pleurer. Herzog se souvient du jour où sa mère l'a serré dans ses bras et lui a demandé de ne jamais devenir un héros. Elle a dit que les héros ne sont pas heureux, et ce n'est qu'en y réfléchissant qu'elle est immédiatement devenue triste. Personne n'en connaissait les raisons. Cela surprit à nouveau Diamond. Peut-être que la mère de Giuliano l'a connue dans le passé. Mais est-ce possible? Diamond a demandé à Giuliano le nom de la duchesse. Il était surpris de ne pas en avoir parlé plus tôt. Elle a demandé à le faire maintenant. La jeune fille pensait que si la duchesse connaissait de Botta, connaissait sa vie, alors peut-être aurait-elle une chance de se faire une alliée fiable. Ses yeux brillèrent. Mais elle n'est plus une héroïne, et elle a fermement décidé qu'elle vivrait cette vie pour elle-même. Elle s'est imaginée derrière le dos de l'ancien de Botta et s'est fixé le premier objectif de la vie. Le cardinal qui l'a tué une fois et qui a causé tant de chagrin à des innocents doit être puni. Giuliano a parlé de sa mère. Elle est le chef de la famille Leocadia et la duchesse d'Obdolissa. Manie habilement une épée à deux mains et est généralement un guerrier habile et courageux. Diamond pourra découvrir le reste lorsque vous rencontrerez cette femme en personne. La jeune fille entendit pour la première fois le nom d'Obdolis. Mais ses pensées furent interrompues par son frère. Il la prit dans ses bras et lui fit remarquer qu'il ne s'inquiétait pas de tout dans le monde. Mais elle a ignoré qu'elle était simplement inquiète à l'idée de rencontrer la duchesse. Du coup, elle ne l'aimera plus. Mais Giuliano a ri et a dit que maman est très gentille et qu'elle l'aimera certainement. Et en général, il est impossible de ne pas aimer un enfant aussi mignon. Cela a rassuré Diamond. Cependant, elle s'inquiétait toujours de savoir si la duchesse prendrait son parti. Soudain, la voiture trembla violemment. Julian serra fort sa petite sœur dans ses bras. Pour une raison quelconque, ils s'arrêtèrent très brusquement et cela les surprit tous les deux. La porte s'ouvrit. Quelqu'un de l'extérieur a demandé si tout allait bien pour les enfants. Mon père monta dans la voiture. Il expliqua que le 3e poste de garde avait été attaqué par des monstres. C'est pourquoi ils se sont arrêtés. Julian a utilisé la magie du renseignement. Et Diamond se demandait pourquoi les terres étaient encore attaquées par des monstres si elles étaient bénies par Dieu. Le comte répondit que le 3e poste de garde se trouvait à l'extérieur du duché, dans une zone désolée qui n'avait pas reçu de bénédiction. Mais Diamond n'a aucune raison de s'inquiéter. Son père dit avec un sourire qu'il la sauverait de tous les monstres. Il se souvint de quelque chose et ôta la bague de sa main. C'était un artefact protecteur. Une bague avec une pierre violette. Il le tendit à la jeune fille, expliquant qu'il y aurait beaucoup plus de monstres sur leur chemin et que cela la protégerait. Elle m'a remercié sincèrement. En regardant la bague, Diamond a dit qu'elle était trop grande et qu'elle ne lui irait probablement pas. Cependant, le comte a répondu que la bague allait au doigt du propriétaire. Proposera à Diamondi d'essayer de le mettre. Elle a accepté. Et en effet, la bague lui allait, comme si elle avait été créée juste pour elle. Elle remercia encore une fois son père et dit qu'elle était sûre que c'était un bel artefact qui ne pouvait pas être acheté et qui la protégerait. Une lueur brillante émanait de la décoration. La jeune fille regarda le comte avec intérêt. La surprise brillait dans ses yeux. Elle a demandé pourquoi l'homme faisait tout cela pour elle. Après tout, non seulement il la nourrit, l'habille, mais il lui donne également une bague, ce qui est une chose très précieuse. Le comte observait avec intérêt le comportement de l'enfant. Elle s'est soudainement exclamée « As-tu vraiment autant besoin de mon pouvoir ?» L'homme se tendit et commença à calmer la jeune fille. Tout allait complètement faux. Il a dit qu'il avait donné la bague à Diamondi pour d'autres raisons. Mais Giuliano l'interrompit. Sa magie traqua d'autres monstres à proximité. Ils étaient une 50aine, le 6e rang. Le gars demandait un plan d'action.
Le père a répondu qu'il se rendrait au 3e poste pour enquêter sur la situation. Diamondi a déclaré qu'il continuerait la conversation plus tard et a ordonné à Giuliano de le suivre lentement. Mais la jeune fille courut rapidement vers son père et lui demanda de l'emmener avec lui. Mais il lui répondit qu'il lui avait d'abord donné la bague pour qu'elle commence à apprécier et à protéger ses pouvoirs. Pas à cause du désir d'obtenir ses pouvoirs, ni à cause de la magie, ni à cause d'un paiement. La jeune fille était dévastée, car le comte ne voulait pour elle qu'une enfance bonne et calme, comme celle de ses pères. Personne ne lui avait dit ça auparavant. Le père a également déclaré que les gens offrent parfois des cadeaux sans aucun bénéfice, et parce qu'ils apprécient et se soucient d'une certaine personne. La voiture continuait à avancer. Diamond s'allongea et analysa les paroles du duc. S'apprécier. On ne lui avait jamais dit cela auparavant. Les sensations étaient complètement nouvelles. Après tout, se battre, cela ne signifie-t-il pas se protéger et se valoriser? Elle ne peut pas confier sa vie aux autres. Elle doit la protéger elle-même. C'est leur devoir. La jeune fille sauta du lit. Il lui était difficile de rester assise sans travail. Bien sûr, son père est plus fort et vaincra les monstres sans elle. Mais elle s'ennuyait. Soudain, la voiture s'arrêta brusquement. Diamond pensa qu'ils étaient déjà arrivés et décida de regarder dehors. Ils lui ont crié de se baisser. Il y a eu une bagarre dans la cour. Une belle guerrière lui tournait le dos. Elle se tourna vers Diamond. C'était la comtesse. Une belle comtesse. Ses cheveux noirs flottèrent dans le vent et ses yeux bruns rayonnèrent d'esprit combatif. « Son dia !» lui criaient ses proches. Un terrible craquement se fit entendre dans la voiture. Un monstre l'a attaqué. Les chevaux étaient effrayés et le cocher ne savait pas comment se comporter. Diamond s'est vite rendu compte qu'il s'agissait d'une attaque. Aucune vibration ne pouvait être entendue depuis le sol, mais des sons résonnaient depuis le plafond. C'était donc un monstre volant. Malheureusement, dans son nouveau corps, la jeune fille ne pouvait pas combattre un tel mal. Et elle aurait certainement besoin d'une épée en ce moment. Le monstre atteignit la voiture et s'approcha de l'enfant. Il n'avait qu'un seul objectif, lui faire du mal, et elle était impuissante. Cependant, tout à coup, quelqu'un a attrapé Diamond par derrière. C'était Giuliano. Il repoussa sa sœur, mais le monstre représentait toujours une menace pour elles deux. Il a continué à attaquer alors que Giuliano et Dia étaient impuissants. Soudain, ils sont tombés à cause d'un impact violent. Giuliano s'est immédiatement levé et a commencé à demander si tout allait bien avec sa sœur. Il n'avait pas peur en plaisantant, mais elle a répondu que tout allait bien pour elle et qu'elle était entière. Giuliano a utilisé la magie de l'invisibilité, et pendant un moment, cela aurait dû aider. Les enfants décidèrent de s'enfuir rapidement avant que la harpie ne les retrouve. Ils essayèrent de ne faire aucun bruit. Giuliano se demandait pourquoi cette créature était entrée dans la voiture en premier lieu. Diamond devina que c'était peut-être à cause de son odeur. Après tout, les harpies adorent manger les enfants. Cependant, le monstre semble avoir remarqué que les enfants avaient l'intention de s'enfuir. Ils marchaient tranquillement dans la voiture et sentaient leur odeur. Mais la harpie n'avait pas encore vu l'emplacement du garçon et de la fille, alors ils décidèrent de descendre rapidement de la voiture. Après tout, la créature les cherchait toujours. Diamond observa attentivement ses actions. Elle se mordit la lèvre. Il s'avère que la harpie a compris les intentions des enfants et a appelé à l'aide d'autres créatures. 5 harpies s'approchèrent de la voiture. Ils étaient trop nombreux. Giuliano a tiré son épée. Il était prêt pour le combat. Diamond pensait silencieusement que même si son frère était un génie, elle ne pouvait pas donner l'épée à quelqu'un de plus jeune qu'elle. Cela signifierait un suicide. Cependant, ce n'était pas le meilleur moment pour discuter de l'âge. Des monstres s'approchaient d'eux, qu'il était presque impossible de vaincre seul. Une chose terrible s'est produite. Giuliano et Dia ont crié de peur et ont été exposés à cause de cela. Ils ont eu de gros problèmes. Mais heureusement, la comtesse remarqua ce qui se passait et vint rapidement en aide aux enfants. Elle se précipita au combat. D'en haut, alors que les monstres ne la remarquèrent pas, elle délivrait des coups complexes. La duchesse s'est battue courageusement pour protéger ses propres enfants. Giuliano et Diamond regardèrent avec gratitude et plaisir leur mère continuer à vaincre les harpies. Tous furent tués, et la femme, tenant l'épée devant elle, s'agenouilla devant les enfants. Diamond et la comtesse échangèrent un regard. C'était quelque chose d'incroyable, car Dia n'avait jamais vu un air aussi guerrier, même lorsqu'elle était dans le corps de Debota. La femme parla. Elle a été surprise que de telles créatures mangeuses d'enfants apparaissent dans cette ville. C'était quelque chose d'étrange. La comtesse regarda Diamond et dit que si son fils avait amené l'enfant,
Il n'était pas étonnant qu'une telle situation se soit produite. Cependant, c'est très dangereux. Dia ne pouvait toujours pas quitter des yeux cette femme incroyable. Quelque chose chez elle lui était très familier. Forêt, est-ce que c'est elle? Lisa était très gentille avec Diamond, mais aujourd'hui elle a beaucoup changé. Mais la similitude entre ces femmes sera évidente. Le fait que Lisa soit en vie a été une surprise pour Diamond. Elle pensait que tous les proches de Debota avaient été tués. Cependant, Lisa a-t-elle survécu? Mais comment a-t-elle réussi à le faire? La jeune fille s'est retrouvée avec des questions auxquelles il n'y avait pas de réponse. Giuliano, tenant Diamond dans ses bras, a remercié sa mère de l'avoir sauvée. Il poussa un soupir de soulagement, était heureux qu'elle se soit précipitée pour l'aider à temps et était fier d'elle. La duchesse n'a été surprise par Diamond que parce qu'elle ne connaissait pas son apparition dans leur famille. Giuliano a répondu avec un sourire qu'il voulait faire leur connaissance et recommander à Diamond. Mais ils étaient confus et ne pouvaient même pas dire un mot de salutation à cause de la peur. Mais elle se ressaisit et se présenta. Elle a également remercié la duchesse de l'avoir sauvée. Même si au début elle voulait l'appeler Lisa, elle a décidé de ne pas le faire, car il n'est pas si facile de croire à la réincarnation, même si Lisa et elle étaient de vieilles connaissances. Et même si elle le croit, il n'y avait toujours pas de bonnes personnes fidèles autour de Debota. Par conséquent, vous ne devriez pas prendre de risques. La duchesse déglutit nerveusement. Elle avait l'air sévère et Dia commençait déjà à penser qu'elle ne l'aimait pas. Giuliano était également inquiet, car il avait complètement oublié que sa mère était très sensible aux enfants de l'âge de Diamonda. Il y eut un silence. Les enfants ne comprenaient pas ce qui se passait. Giuliano rompit le silence. La sueur coulait également sur son visage à cause de la réaction de sa mère. Il dit qu'ils allaient rentrer au château et que la femme, si elle était fatiguée, pourrait les accompagner. Cependant, la duchesse ne parut pas entendre. Elle était pour ainsi dire en transe et ne pouvait quitter Diamond des yeux. Cependant, elle se ressaisit et répondit que tout allait bien pour elle et qu'elle vérifierait si toutes les harpies étaient mortes. Juliana a essayé de parler de Diamond, mais elle ne l'a pas laissé finir. Elle s'est retournée et a dit qu'il valait mieux reporter cette conversation. La femme s'est déplacée dans l'autre sens. Diamond était très contrariée. Elle ne comprenait pas pourquoi Lisa la traitait ainsi. Avait-elle fait quelque chose de mal? Cependant, Giuliano a assuré à la jeune fille que tout n'était pas du tout comme ça, et sa mère ne fait pas du tout partie de ces personnes qui réagissent froidement aux méfaits des enfants. Il réfléchit. La raison était autre. Diamond regarda son frère. Elle n'avait également aucune idée de ce qui pouvait être le problème. À ce moment-là, la duchesse écoutait le rapport des soldats. Elle demanda si toutes les harpies étaient mortes, ce à quoi elle reçut une réponse affirmative. Cela l'a un peu contrariée car elle avait l'intention d'utiliser le monstre vivant à des fins de recherche. Le garçon guerrier répondit qu'il n'y avait pas pensé et qu'il pouvait vérifier s'il y avait des harpies vivantes. Cependant, la duchesse a répondu que cela n'était pas nécessaire. Il vaut mieux qu'ils s'occupent des enfants, car ils avaient peur. Diamond remarqua que la femme n'était pas différente de Lisa. Peut-être qu'elle est simplement mal à l'aise avec les enfants, et c'est pourquoi elle se comporte ainsi. Un jeune homme s'approcha d'eux. Il était heureux que tout le monde soit sain et sauf. Il regarda Diamond et dit qu'il était heureux d'avoir un si petit invité. Il se demanda si les harpies lui avaient fait peur. Dia était indignée, car elle n'était pas petite. Giuliano a dit qu'il était nécessaire de répondre, parce que c'était poli. Mais Dia était très indignée par l'appel de son mari. Cependant, elle se ressaisit rapidement et répondit qu'elle allait bien grâce à ses efforts. Elle m'a remercié poliment et gentiment. Cependant, sa prononciation était quand même drôle. Elle l'avait complètement oubliée. Giuliano éclata de rire, ce qui rendit la jeune fille furieuse. Mais le jeune homme regardait la jeune fille avec un regard étrange. Cela lui donnait une sensation étrange. Voulait-il se moquer d'elle comme Giuliano? Mais au lieu de cela, l'homme s'est mordu la lèvre et a brusquement libéré Giuliano Diamond de ses bras et l'a lui-même serré dans ses bras. Il a remercié la jeune fille et lui a dit qu'elle était très gentille. Ça l'a touchée. Giuliano a ri et a répondu que M. Tanto ne devrait pas serrer l'enfant dans ses bras de cette façon, car il l'étoufferait. Mais Diamond l'a écarté. Tout va bien pour elle, même si de tels câlins lui donnèrent le vertige. Cependant, M. Tante a expliqué qu'habituellement les enfants pleurent quand ils le voient et que Dia réagit normalement le rendait très heureux. Il s'est officiellement recommandé Tant, garde adjoint du 3e poste de garde. Il a également déclaré que Dia pouvait se tourner vers lui chaque fois qu'elle en avait besoin.
Giuliano l'a fait pour elle. Il a dit que leur voiture était cassée. Par conséquent, je serais reconnaissant d'avoir un cheval. Tan s'est immédiatement précipité pour aider. Mais au lieu d'un cheval, Tan a organisé une calèche entière. La duchesse le regarda avec intérêt. Père a dû les poursuivre. Et sur le chemin de la calèche, Giuliano a demandé à Diamond de ne plus jamais lui demander d'armes. Cela l'a beaucoup surpris, mais elle fit signe qu'elle comprenait. La duchesse regarda de nouveau avec intérêt. « Dia veut dire », dit-elle dans son esprit. Il y avait quelque chose de très familier chez cet enfant. Le 3e poste de garde est le duché de Leocadia. Un luxueux château aux couleurs rouge et blanc se dessinait à l'horizon. Diamond était assis sur un banc et buvait un délicieux chocolat chaud. Elle l'a tellement aimé qu'elle n'a même pas entendu la question de Giuliano quant à savoir si elle l'aimait. Cependant, la jeune fille leva les yeux vers son frère pendant une seconde. Il profita de ce moment et dit que cela pourrait être un peu gênant, mais que très bientôt leur père leur arrangerait une voiture. Après tout, si quelque chose lui était arrivé, ma mère se serait séparée. Parce que leurs parents du duché forment le meilleur couple, sur lequel on écrit presque des romans. Diamant fut surpris. Elle croisa le regard de Giuliano qui était choqué. Il a répondu que Diamond ne devrait pas s'inquiéter pour sa mère. Elle pourrait être impolie à cause de ce qui s'est passé dans le passé. Le garçon sourit. Mais ces mots n'ont pas du tout calmé Diamond. Au lieu de cela, elle s'est mise en colère et a eu besoin d'une histoire sur ce qui s'était passé dans le passé. Mais elle espérait gagner la duchesse à ses côtés, surtout si c'était Lisa. Juliana fut surprise par le comportement de sa sœur. Cependant, il a quand même décidé de raconter l'histoire de leur famille. 16 mots ont surpris l'enfant, car elle pensait que l'histoire parlait de la famille, pas seulement de la famille. Giuliano pensait avoir déjà beaucoup parlé de leur lignée, mais rien de la famille. Diamond était toujours surpris, car quelque chose de vraiment important s'était produit dans leur famille. « Notre famille est composée de 5 personnes, » commença le garçon. « Cette mère est le chef de famille et le père est comte. La sœur jumelle aînée de Giuliano marche devant lui, et aussi une sœur cadette, mais elle est morte très jeune. 7 ans s'étaient écoulés et si l'enfant avait été en vie, elle aurait eu 1 an ou 2 de plus que Diamond. Cependant, la fille était indignée, car ils ont aussi 7 ans, peut-être qu'elle paraît juste plus petite. C'est à cause de cette situation qu'une mère se sent toujours triste lorsqu'elle voit de jeunes enfants. Il faut donc juste lui laisser du temps. Diamond a tout compris, car elle a entendu la douleur que ressentent les parents lorsqu'ils perdent un enfant. La duchesse a vraiment vécu beaucoup de choses. Et la douleur de la perte l'accompagnera toute sa vie. Giuliano était surpris que la petite Dia sache des choses aussi terribles. Cependant, elle a répondu qu'elle venait d'en entendre parler au refuge pour enfants. Bien sûr, ce n'était pas vrai, mais elle ne pouvait pas dire qu'elle avait vu une telle chose sur le champ de bataille. Giuliano, quant à lui, pensait que le refuge avait un effet négatif sur les enfants. Diamond connaissait désormais la raison du comportement de la duchesse. Et, en tant qu'invitée, elle doit être attentive et ne pas causer de désagréments. Soudain, Giuliano et Diamond furent appelés dehors. Enfin, le comte arriva. Diamond regarda l'accueil chaleureux de sa femme et réfléchit à son propre attachement à Lisa. La duchesse et le comte s'embrassèrent passionnément. Giuliano a dit à Diamondi de s'y habituer, car cela arrive tout le temps. Cependant, le père s'inquiétait de quelque chose, et a demandé aux enfants de venir vers lui. Il était content que tout aille bien, et il a dit que s'il avait su ce qui allait se passer, il ne les aurait jamais laissés seuls. Giuliano a répondu que grâce à sa mère, ils sont entiers. Le comte répondit qu'il y avait beaucoup plus de monstres que prévu. C'est parce qu'il y avait un nid de harpies à proximité. Mais la duchesse a répondu qu'il fallait être prudent et ne pas perdre sa vigilance, car les monstres mutés ont déjà atteint la capitale. Diamond fut surpris que le mot « mutation » vienne d'être utilisé. Après tout, elle était présente lors de l'attaque du roi démon, que Dia a détruit il y a 17 ans. La duchesse interrompit les pensées de la jeune fille. Elle l'informa que la calèche était arrivée et qu'il devrait se rendre au château, car tous les monstres ont été détruits et il est désormais possible de reprendre la route en toute sécurité. Mais Dia pensait toujours au roi démon. Seul Giuliano a réussi à la faire sortir de ses pensées et à la faire entrer dans la réalité. Elle regarda la duchesse, mais elle a souri et a dit qu'elle était heureuse pour Diamond et que tout allait bien pour elle. Il est temps pour eux de rentrer. Dia sauta de joie, car finalement la duchesse lui sourit. C'était la meilleure chose qui pouvait arriver. Giuliano sourit également. Ils se dirigèrent vers la voiture. Dia réfléchit à la raison pour laquelle son cœur était si chaud à cause du seul sourire de la duchesse. C'est peut-être à cause de la joie de revoir un vieil ami.
Ou peut-être mes condoléances à Lisa, qui a perdu son enfant pendant l'absence de Diamond. Giuliano donna un coup de main à Diamondi pour monter dans la voiture. Père et mère sont partis en reconnaissance. De plus, le comte a déclaré que la sœur jumelle de Marciana était impatiente de rencontrer l'adorable invité. Giuliano a répondu qu'il se retrouverait alors au château. Diamond n'arrêtait pas de penser à ce qui s'était passé pendant son absence, notamment avec Lisa. Et qui est Marciana, et comment va-t-elle réagir à son égard? Giuliano a dit que Marciana était sa sœur jumelle. Mettez l'image d'une fille forte aux cheveux courts. Elle est l'héritière de la famille. Dia a demandé si à Leocadia seules les femmes pouvaient être chefs de famille. Giuliano a répondu que celui qui est le plus fort devient le chef. Et Marcian a une magie plus forte que celle de son frère. Elle est parfois agaçante, mais néanmoins, il est impossible de ne pas voir son potentiel. En fait, plus le mana est fort, plus la couleur des yeux et des cheveux des récepteurs est expressive. C'est ainsi que sa mère a les yeux jaunes et les cheveux noirs, et son mana est une panthère. Sa sœur, comme elle, a hérité des cheveux noirs et des yeux jaunes. Giuliano a souligné que lorsqu'ils arrivent au château, Diamondi doit faire attention, car sa sœur est imprudente et fait souvent des bêtises. La calèche s'approchait d'un magnifique château éclairé par la lune. C'était incroyable. À cette époque, Dia pensait à Marciana et au genre de personne qu'elle estimated. Lorsqu'elle vit le château et son intérieur, elle ne put contenir ses émotions. Tout était trop luxueux et la surprenait. Même un simple ascenseur était une découverte pour un enfant. Elle n'avait jamais rien vu de pareil auparavant. La servante qui voyageait avec elle a ri et a expliqué que c'était un ascenseur. Dia était étonnée. À l'époque où elle était Debota, rien de tel n'avait encore été inventé. La servante du château, Ravin, a expliqué que l'ascenseur est très utile lorsqu'il y a beaucoup de choses ou que vous devez gravir une montagne rapidement. Après tout, le château compte 10 étages, bien qu'il n'utilise généralement pas l'ascenseur à une heure aussi tardive. Mais avec l'aide du mana ressenti par Dia, Marciana les appela à elle. Ils arrivèrent finalement au bon étage et entrèrent dans la chambre de leur sœur. Elle se tenait le dos tourné vers la fenêtre. Le domestique recommanda Giuliano et Diamond. « Enfin, » répondit-elle. Elle se tourna vers les invités. Elle avait de beaux cheveux noirs courts et des yeux jaunes vifs. La fille avait vraiment l'air incroyable. Elle sourit à Diamondi. L'enfant a remarqué que Marciana est très active et a probablement le même caractère. À ce moment-là, au 3e poste de garde, la duchesse et le comte causaient. L'homme a déclaré que Giuliano ne connaissait pas les conséquences de la situation et que cela lui apporterait une telle douleur. La duchesse a répondu que la fille ressemblait beaucoup à Marciana lorsqu'elle était enfant. Et c'est pourquoi elle est restée sur place et a d'abord effrayé la fille. Le comte fut également effrayé au début. Mais quand il la regarda, il réalisa qu'il voulait offrir à Diamondi tous les moments heureux de son enfance qu'elle n'avait pas eus. Il a dit avec un sourire qu'il voulait que l'enfant soit heureux. Après tout, elle le mérite. Ses yeux rayonnaient de gentillesse. Il sait à quel point sa femme a vécu la perte de son enfant. C'était difficile et douloureux pour tous. Et même aujourd'hui, ce sentiment est resté. Cependant, Diamond semble effacer cette douleur lorsque vous la regardez. Cela signifie définitivement quelque chose et cela n'est pas arrivé par hasard. Le couple se tenait la main. Le garçon et la fille ne pouvaient pas partager leur nouvelle petite sœur. Matrix a crié qu'ils embrasseraient l'enfant une seule fois. Cependant, Giuliano s'y est opposé, car Dia n'était pas une chose. Ces mots ont encore plus irrité la sœur aînée, car elle ne pensait pas qu'elle se comportait avec autant de tact. Diamond en a été surpris, car les aristocrates ne s'intéressent généralement pas à la manière de traiter correctement les roturiers. « Ce sont des gens étranges », dit Dia en silence. Matrix a continué le différend. Elle avait besoin d'une confession de Giuliano. Il a juste peur que Dia l'aime plus que lui. La jeune fille a triomphé de ses propres mots. Cela agaçait Giuliano, car les pensées de sa sœur étaient tout simplement folles pour lui. Dia regardait tout, elle était sous le choc. Au lieu de cela, la servante à côté d'elle, qui était toujours dans la pièce, admirait la gentillesse de l'hôtesse. Dia ne comprenait pas la logique des actions de son frère et de sa sœur. Ils étaient tellement adultes, mais ils se disputaient pour des choses stupides. L'enfant a décidé de mettre fin à cette querelle insensée et a déclaré qu'il rendrait justice et serrerait chacun d'eux dans ses bras aussi longtemps que nécessaire. Ils tournèrent rapidement leur attention vers elle. Dia était fière d'elle. Elle serait vraiment intelligente si elle parvenait à mettre un terme à cette dispute et à arrêter la bagarre frère-sœur. Giuliano et Matrizia n'ont pas quitté l'enfant des yeux avec surprise.
Mais leur état a rapidement changé. Ils reçurent à nouveau une dose de gentillesse et de plaisir de la part de la jeune fille. Diamond a regardé cela et n'a pas compris ce qui se passait. Elle était encore plus inquiète de ce comportement des aînés. Le point de vue a changé. Dia se baignait. Elle a enfin pu se détendre. La servante qui se trouvait à proximité parlait de Giuliano et de Marticia. Après tout, Diamond venait tout juste d'arriver au château, car ils en avaient déjà assez d'elle. Cependant, ce n'est pas surprenant car ils l'aimèrent vraiment, et en général à tout le monde. Cependant, Dia a répondu qu'elle ne souhaitait pas qu'une telle situation se reproduise. Cela fit rire la bonne. En fait, ils n'ont rien fait avec Diamond récemment. Giuliano l'a portée sur son dos pendant 1 heure. Elle aurait dû dire qu'elle s'amusait. Le garçon aimait tout beaucoup. Puis Matrizia a de nouveau joué aux avions avec elle pendant 1 heure. Mais Giuliano a changé le jeu pour un jeu plus extrême, malgré les commentaires et les imitations de sa sœur aînée. Et après cela, elle a été traînée ici et là pendant si longtemps. Dia s'est indignée que les enfants modernes ne connaissent pas du tout la fatigue. Mais la servante répondit qu'elle était elle-même une enfant. La servante a demandé à la jeune fille de s'appuyer sur le bord de la baignoire pour se laver les cheveux. Dia a répondu qu'elle était une roturière, et que cela ne valait pas la peine de s'inquiéter pour elle comme ça. Cela ressemblait à une femme de chambre. La femme répondit que Diamond était un invité cher de la résidence de la duchesse et du comte. Mais la dernière nouveauté est que les enfants, quel que soit le statut de leurs parents, ont le droit de bénéficier des soins d'un adulte. Diamond était surprise. Elle n'avait jamais été aussi bien traitée. Elle pensait que tous les gens dans cette maison étaient assez étranges. Après tout, Manjor la détestait précisément à cause de son statut. Il a dit qu'il ne pouvait pas être trompé, et il traitait les roturiers d'une manière complètement différente. Mais après avoir discuté avec les gens de la maison du duc, Dia s'est rendu compte qu'il était très agréable de sentir à quel point on prend soin d'elle. Elle était déjà allongée sur un lit chaud et continuait à penser aux événements récents. Soudain, quelqu'un lui toucha doucement le visage. La duchesse. Elle entra tranquillement dans la chambre de l'enfant. Sa silhouette était visible depuis la fenêtre. La femme a touché Diamond avec amour. Elle semble aussi aimer cet enfant. Diamond ouvrit les yeux parce qu'elle sentit un contact sur elle. Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'elle aperçut la duchesse devant elle. Mais elle a demandé pardon d'avoir réveillé la jeune fille. Dia remarqua mentalement que ses yeux étaient mouillés. A-t-elle pleuré? Diamond a décidé qu'elle devrait remonter le moral de sa mère, même si elle voulait dormir. Après tout, Lisa pourrait aussi être blessée. Dia toucha les yeux jaunes de la duchesse et lui demanda en souriant de ne pas pleurer. Cela avait l'air extrêmement mignon. La femme a été surprise par le comportement de l'enfant. Dia s'endormit immédiatement, laissant de nombreuses questions à la duchesse. Elle promit silencieusement qu'elle ne pleurerait pas. C'était déjà le matin dans la cour. Le soleil touchait les sommets des tours du château. Dia s'était déjà réveillée et était ravie. Elle venait juste de prendre le petit déjeuner, où toute la famille était réunie. Il y avait beaucoup de plats délicieux sur la table et tout le monde parlait gentiment. La jeune fille n'avait jamais vu une chose pareille, même dans sa vie passée. Lorsqu'on lui présenta le dessert, la salive sortit de sa bouche. Cela avait l'air très appétissant. Tout le monde était content que l'enfant apprécie la nourriture. Giuliano et Marciana lui ont dit de ne pas être timide et de manger autant qu'elle le voulait. Père se demandait s'il y avait sur la table quelque chose que Diamondi n'aimait pas. Mais elle a répondu qu'elle aime tout, car comment ne pas aimer une nourriture aussi délicieuse et un si grand choix? Le décompte a également montré comment bien manger un type de dessert, pour le rendre plus savoureux. C'était très mignon et la duchesse l'aimait bien. Et Diamond avait vraiment bon goût. La duchesse sourit. Tout le monde à table la regarda immédiatement. Elle a expliqué qu'elle était contente de voir Diamond dans la bonne humeur et bien. Et il a dit à l'enfant de manger davantage. Et elle m'a aussi dit de venir à son bureau après le repas. Cela a encore une fois surpris la jeune fille. Diamond a marché dans le couloir et s'est plainte. Elle s'est déplacée. Elle a été suivie par Giuliano et Matricia. Mon frère a dit que Dia est la seule enfant à manger de tout au petit déjeuner, même les desserts. Bien sûr, à son âge, il faut bien manger, mais trop manger est aussi nocif pour la santé. Mais Dia ne semblait pas les entendre. Elle a parlé de fondue au chocolat sur une fourchette en argent. C'était tellement délicieux. Les adultes ont ri et ont dit que si elle voulait un dessert, elle pouvait toujours le leur faire savoir. Les enfants sont enfin arrivés. Ils se sont arrêtés au bureau de leur mère. Dia a remercié son frère et sa sœur de l'avoir accompagnée. Elle souhaitait avoir une mère. Matrix a répondu que cela devait être quelque chose d'assez sérieux. Après tout,
Maman appelle rarement quelqu'un à son bureau. Les enfants sont partis avant de dire à Dia de venir jouer avec eux après la conversation. La jeune fille répondit qu'elle viendrait et ouvrit la porte du bureau. Elle pensait que le désir de sa mère de la voir pourrait être causé par ses larmes de la nuit dernière. Elle a été accueillie par un homme âgé aux yeux marrons intelligents et aux vêtements très élégants, le majordome en chef du château ducal Tol Galio. Il salua chaleureusement Diamanda. La duchesse se leva également et proposa à la jeune fille de s'asseoir sur le canapé. Elle était très heureuse d'être venue. Tol se demanda si le canapé ne serait pas trop haut pour la jeune fille. En effet, elle regardait vers le haut et ne savait pas comment y grimper. Dvoretsky a proposé son aide. Cependant, avant cela, Dia a essayé d'y arriver par ses propres moyens. Cependant, elle ne pouvait pas le faire. Mais une idée m'est venue à l'esprit. Elle se releva du sol et sauta sur le canapé. La duchesse et Tello furent surpris par le comportement de l'enfant. Elle se tourna et ne comprit pas pourquoi il la regardait ainsi. Mais la raison, encore une fois, résidait dans la gentillesse. Dia, selon eux, a sauté très gentiment sur ce canapé. Cependant, Dia a rapidement changé la donne. Elle a officiellement demandé la raison pour laquelle elle avait été appelée ici. Elle a noté qu'elle savait que la duchesse invitait rarement des invités chez elle. Peut-être qu'elle était coupable de quelque chose? La duchesse regarda Diamond et répondit que là n'était pas la question. Et en général, elle ne croira jamais que la fille puisse être coupable de quelque chose. Au lieu de cela, elle l'a appelée pour avoir son opinion sur une situation. « Gel veut l'adopter. » La duchesse toucha doucement le visage de l'enfant. Elle était curieuse de connaître l'opinion de Diamond à ce sujet. La duchesse regarda Diamond. Elle attendait une réponse concernant l'adoption. Dia regarda également la femme. Ils rencontrèrent leurs regards. Dia a demandé si la duchesse visait l'adoption. Cela l'a surprise. La duchesse a répondu avec assurance qu'elle ferait officiellement partie de leur famille. Dia l'a imaginé. S'ils forment une famille, elle pourra alors appeler le comte son père. Giuliano deviendra son frère et Marciano sa sœur. Elisa, c'est-à-dire la duchesse, deviendra la mère de Diamanda. La jeune fille était perdue dans ses pensées. Elle croisa nerveusement les bras. Dia a répondu qu'elle ne savait pas, pour être honnête. La duchesse se détourna tristement. Elle a répondu que Dia est une enfant spéciale. Et cela lui a plu dès la première rencontre. Cependant, cela ne suffit toujours pas pour accepter dès les premières secondes un enfant inconnu dans la famille. Elle a également noté qu'elle savait que Giuliano avait raconté l'histoire de leur troisième enfant. Elle avait peur de voir en Diamond un remplaçant pour l'enfant mort. C'est pourquoi elle est contre, y compris pour elle-même. Dia doit vivre dans la bonté et l'amour, et ils ne pourront pas le lui donner. L'enfant a répondu qu'elle comprenait tout. La duchesse a déjà disparu. La femme a continué à parler. Bien sûr, il lui est difficile de comprendre ce qu'elle veut dire, mais quand même... Dia l'interrompit, assurant que tout va bien et qu'elle comprend. L'enfant toucha le visage de la duchesse et lui assura qu'elle avait eu l'intention de refuser dès le début. Il n'y a rien de mal à cela. Elle comprend tout et tout va bien pour elle. Dia a assuré qu'elle était satisfaite de qui elle est maintenant. Cependant, elle était toujours heureuse dans cet endroit. Et elle a presque pris le jeu pour réalité. Ils s'embrassèrent. Diamond a demandé en silence de se ressaisir et de ne pas oublier que le but de sa vie actuelle est la vengeance. Si elle fonde une famille, elle s'y attachera. Et donc ces gens seront en danger. La duchesse sourit et dit qu'il trouverait une meilleure solution pour sortir de la situation. En fait, comme le comte l'a promis, elle peut rester au château. Elle aura un statut et une formation. Dia en était très reconnaissante envers la duchesse. De plus, elle peut se comporter comme elle l'entend et manger autant qu'elle en a besoin. Car à cet âge, c'est tout à fait normal. Dia était heureuse et lui a demandé si elle pouvait chercher un emploi dans ce cas. La duchesse n'entendit pas. Elle a demandé au majordome ce que Diamond venait de dire, et elle n'a pas entendu parler du travail. Cependant, Galio a confirmé que Dia souhaitait commencer à chercher un emploi, mais elle répondit avec un sourire que c'était bien le cas. Après tout, elle doit apprendre à gagner de l'argent pour s'installer dans cette vie. Elle a un mana fort et sait utiliser la magie. Et elle est aussi belle au combat. Elle peut même vaincre des monstres. Il sera donc facile de trouver un emploi. Les adultes en ont été surpris. La duchesse a répondu qu'il semblait que le but de Dia était d'attraper des monstres et de les vendre. Mais n'oubliez pas que la moitié des revenus est reversée au trésor. C'est ce qu'on appelle une taxe. Dia s'est exclamé que le taux d'imposition était trop élevé. Cela l'a surprise et indignée à la fois. Dvoretsky ajusta ses lunettes. Il était surpris qu'un si jeune enfant connaisse les impôts. Il explique que le taux d'imposition a toujours été élevé dans les régions du duché.
car une partie importante est utilisée au profit de la ville et pour répondre aux besoins de ses habitants. La duchesse a ajouté qu'il fournissait de la nourriture, afin que ceux qui se trouvent dans une situation difficile ou qui ne trouvent pas de travail ne meurent pas de faim. Ils reçoivent tout, ce dont ils ont besoin pour vivre. Et ils enseignent également aux enfants gratuitement. Diamond en fut agréablement surpris, mais elle ne comprenait toujours pas en quoi cela était lié à son travail. La duchesse a répondu que, pour faire simple, une enfant aussi petite que Dia n'a pas besoin de travailler et de gagner de l'argent par elle-même. Mais Diamond n'était pas d'accord. Après tout, elle devait payer la chambre et acheter des choses à l'avenir. Cependant, la duchesse a répondu qu'aucun adulte ne prendrait de l'argent à un enfant. Elle doit aussi lui donner de l'argent de poche. Les emplois à temps partiel pour les enfants sont trop dangereux. Et c'est pourquoi la magie est interdite à Diamond jusqu'à ce qu'elle obtienne son diplôme. Elle protesta que ce serait difficile pour elle sans magie. Cependant, la duchesse a répondu que ce serait beaucoup plus difficile si elle vivait seule dans ce monde sans tuteur. La femme claqua des doigts et appela quelqu'un. Une jolie femme de chambre entra dans la pièce. La duchesse a expliqué qu'elle était l'assistante personnelle de Diamond. Le serviteur s'est recommandé et a déclaré qu'il espérait de bonnes relations avec sa pupille. La duchesse a également expliqué que pour utiliser la magie, il faut avoir un mana fort et un corps capable d'y résister. Et le corps de Diamond est encore trop jeune. Pour cette raison, lorsque Dia utilise du mana, son corps ne peut pas le supporter et elle s'endort. La jeune fille était d'accord avec ces mots. La duchesse a dit sévèrement que si elle découvrait que Diamond utilisait la magie ou cherchait un emploi, elle la punirait. Cela a un peu effrayé l'enfant. Le majordome et la servante lui proposèrent d'interdire la fondue au chocolat si elle était coupable. Après tout, Dia en a récemment mangé jusqu'à 10 portions. Tout le monde a rigolé. Dia, de son côté, a eu peur et a crié que c'était impossible. Mais la duchesse a répondu que s'il s'agit de la sécurité de l'enfant, tout est possible. La femme a souri et a demandé si Dia essaierait d'être une bonne fille pour obtenir les cadeaux. Bien sûr, elle a promis d'être obéissante. Giuliano, Marciana et Diamond étaient assis par terre, jouant aux cartes et écoutant les histoires de leur jeune sœur sur sa conversation avec leur mère. Marciana s'est demandé si Dia avait réellement refusé d'être adoptée. Giuliano, à son tour, se demandait s'il y avait une raison particulière à ce refus. Peut-être que la jeune fille ne voulait pas devenir aristocrate. Elle a répondu que ce n'était pas le cas. Il ne faut pas qu'elle oublie qu'elle est Dia avant tout. Giuliano remarqua silencieusement que la jeune fille parlait parfois comme un adulte. Le frère et la sœur regardèrent la porte avec intérêt. Quelqu'un entra dans la pièce. C'était un prêtre. Derrière lui se tenait un majordome. Le prêtre a dit qu'il avait besoin de Dia. Lorsqu'il la vit, il lui demanda de ne pas avoir peur, car il ne lui ferait aucun mal. Il s'agissait en fait du prêtre en chef de la famille Leocadia, russe, un homme gentil et doux. Dia la salua poliment et lui demanda si c'était vraiment un prêtre qui se tenait devant elle. Marciana demanda ce qui avait amené le prêtre vers eux. Il répondit qu'il avait été envoyé par la duchesse pour examiner l'enfant. Mais elle a répondu que rien ne la dérangeait. Le prêtre a reconnu que Dia avait l'air en bonne santé, mais il devait suivre les ordres de la duchesse, sinon il sera licencié. Tout le monde a rigolé. Cet homme parut étrange à Diamondi. Dvoretsky a arrêté de rire et a dit qu'il fallait se mettre au travail. Le curé, bien qu'un peu paresseux, accepta. Il a demandé à Diamond de tendre les mains, la lumière émanant de ses paumes. Dia remarqua que tous les prêtres possédèrent généralement des pouvoirs magiques de guérison, mais celui-ci semblait plus capable que les autres. Le prêtre a demandé quel âge avait Diamondi. Elle avait un mana très pur et brillant qu'il était difficile de ne pas ressentir. Giuliano a répondu à 5. Cependant, le prêtre a dit que cela ne pouvait pas arriver. L'enfant était définitivement plus grand. Giuliano a été surpris, car le refuge a déclaré qu'elle avait 5 ans. Matrizia est intervenue dans la conversation, qui a répondu qu'habituellement le refuge ne se soucie pas de l'âge des enfants et ne se soucie pas particulièrement d'eux. Dia interrompit la conversation des adultes. Elle a dit qu'elle aurait 7 ans cette année. Cela a stupéfié toutes les personnes présentes. Giuliano ne comprenait pas pourquoi la jeune fille n'en parlait pas immédiatement. Mais elle pensait qu'en fait on ne lui avait pas demandé. Elle pensait généralement que bientôt le sort de ces personnes et le sien divergerait. Marciana s'est approchée du prêtre. Elle a demandé si l'enfant était trop jeune pour un enfant de 7 ans. Peut-être qu'elle avait des problèmes de santé? Il répond cependant que le squelette est proportionnel et que le poids musculaire correspond au physique. Un peu maigre, mais il n'y aura aucun problème de nourriture dans le château. Elle est peut-être naturellement petite.
Diamode dit silencieusement qu'elle devait grandir le plus tôt possible, afin de pouvoir utiliser l'épée et la magie. Ou peut-être qu'elle a des problèmes de croissance à cause d'une utilisation trop fréquente de la magie. On a dit à Diamond qu'elle devrait manger plus. Elle a répondu en plaisantant qu'elle pourrait manger 2 ou 3 portions de fondue de plus. Tout le monde a rigolé. Marciana pensait que cet enfant était extérieurement une copie de son enfance. Et elle a 7 ans. La jeune fille regarda sa sœur avec intérêt. La perspective change avec les événements d'il y a 7 ans. La duchesse était suivie d'un majordome et d'un domestique. Ils ont dit qu'elle devait déjà accoucher le mois prochain. Et la femme a assez de force pour inspecter les terres. L'enfant devait être obéissant. La duchesse souhaitait la rencontrer au plus vite. Dvoretsky se demandait s'ils avaient choisi un nom pour l'enfant. La femme a répondu que Marciana et Giuliano voulaient le faire eux-mêmes. Mais soudain, leur conversation fut interrompue. L'une des servantes avait des nouvelles importantes. La duchesse demanda ce qui s'était passé. On lui dit qu'il y avait un problème avec le comte Eladius. Le sol s'est effondré sous les pieds de tout le monde. Dvoretsky ne croit pas ce qui a été dit et commence à se mettre en colère, ce qui est tout à fait compréhensible. L'agression est souvent une manifestation de peur. Crachant dans tous les sens, l'homme demande ce que tout cela signifie. Après tout, il y a seulement quelques jours, le comte s'est rendu dans la capitale à la place de la duchesse. La servante qui a transmis cette tragique nouvelle est effrayée par une réaction aussi vive du majordome. La jeune fille répond avec incertitude que sa tâche était de transmettre le message à la duchesse le plus rapidement possible. Elle ne connaît donc pas tous les détails. La duchesse elle-même commence à tomber au sol. Le majordome s'en aperçoit et ordonne aux servantes d'appeler d'urgence le prêtre et le médecin. L'une des servantes soutient la femme, qui a perdu connaissance, et dit que cela est probablement dû au choc de la nouvelle concernant le comte. Une seconde plus tard, le majordome reprend la parole. Maintenant, il dit aux serviteurs de ne pas rester immobiles, mais plutôt d'appeler les gens. La nouvelle de l'état de la duchesse se répand en quelques heures dans toutes les possessions de la famille Leocadia. Après avoir appris l'état de sa femme, le comte Eladius rentre chez lui le plus vite possible. Il court aussitôt dans le domaine de la famille Leocadia et, haletant, essaie de dire quelque chose. Soudain, l'homme voit sa bien-aimée et la serre fort et en même temps tendrement par les épaules. La femme, qui a déjà repris conscience, s'appuie contre la poitrine du comte et dit « Hel, tout va bien !» Alors la femme d'Eladius saisit la chemise de son amant avec sa main et se met à pleurer. Elle demande à son mari ce qui est arrivé à leur enfant. Il s'avère que quelqu'un a profité du chaos et a volé le 3e enfant du comte et de la duchesse, juste avant sa naissance. Le mari caresse silencieusement la tête de sa femme, ne sachant que dire. Le majordome se tient non loin du couple et regarde cette photo la bouche ouverte. La servante, qui était censée s'occuper de l'enfant volé, a été retrouvée dans une mare de sang. Le ravisseur a brutalement tué une jeune fille innocente. Les meilleurs hommes du duché de Léocadie commencèrent immédiatement à poursuivre le ravisseur, y compris le comte Eladius lui-même. À cette fin, les chercheurs ont utilisé les chevaux les plus rapides dont ils disposaient. Soudain, la duchesse saisit fermement le col de la veste de l'homme avec des doigts fins mais forts, et crie directement au visage d'Eladius « Qu'est-ce qui ne va pas avec mon enfant? Réponds-moi en direct. » Les émotions de la femme peuvent être comprises. Il y a quelques minutes, elle pensait avoir perdu son mari. Eladius reste silencieux car il lui est difficile d'en parler à sa femme, mais dit que leur enfant est maintenant au paradis. Après avoir un peu réfléchi, le comte, dont l'expression est triste, ajoute qu'il est sûr que l'enlèvement et le meurtre de leur enfant sont une nouvelle tentative pour ébranler la famille ducale de Léocadia, qui a servi pendant de nombreux siècles de bouclier fiable pour l'Empire. Après tout, si le ravisseur souhaitait une réponse politique, il n'aurait pas tué l'enfant, qui pourrait devenir un otage précieux, qui pourrait ensuite être utilisé pour faire chanter la famille Léocadia. Le majordome intervient dans la conversation du mari et de la femme et dit que, à son avis, le but principal des ravisseurs était de briser la duchesse. Eladius n'hésite pas et se met à pleurer. Il essuie des larmes involontaires avec son poing et dit d'un ton brisé que s'il n'était pas allé dans la capitale, rien ne serait arrivé et que leur enfant serait bel et bien vivant. La duchesse baisse la tête et demande gentiment à son mari de ne pas se suicider, car les ravisseurs comptent probablement là-dessus. Bien sûr, Eladius et sa femme se souviendront toujours de cette terrible perte. La vie ne se termine pas seule. Ils s'entendent et c'est le principal. De plus, la duchesse et le comte ont 2 enfants qui ont besoin du soutien et de l'amour de leurs parents, ainsi que de biens dont quelqu'un doit être responsable.
Soudain, la duchesse saisit à nouveau la malheureuse veste de son mari et dit fermement « Non ». Bien que les yeux jaunes de la femme brûlent de colère et de rage, elle estime qu'ils ne devraient pas remplir leurs pensées d'une soif de vengeance. Les souvenirs des événements d'il y a 7 ans touchent à leur fin. La chambre du petit diamant. Un majordome se tient à côté de la jeune fille et demande à l'enfant si elle se souvient de la date de son anniversaire. Confuse, la jeune fille raconte que, même si elle ne connaît pas la date exacte, elle a appris au refuge qu'elle était née à l'automne. L'homme sourit gentiment et dit qu'il se souviendra de cette date. Dans son esprit, il dit qu'il vaut mieux ne pas nourrir de vains espoirs que Diamond soit le même enfant volé de la duchesse et du comte. La jeune fille ouvre grand ses grands yeux marrons et dit au majordome que son anniversaire ne devrait pas être célébré du tout. Cependant, le majordome n'est pas d'accord avec cela. L'homme dit alors à Diamond qu'il sera probablement son professeur. Un garçon blond assis à côté de la jeune fille et le majordome lui disent « C'est une nouvelle. Père, vas-tu t'occuper personnellement de sa formation ?» Mais il ne prête pas attention aux questions de son fils et dit à l'enfant avec un peu de sévérité que chaque jour, à son retour de la maternelle, il lui apprendra pendant 1 heure tout ce dont elle peut avoir besoin dans la vie. Après avoir entendu parler de l'école maternelle, la jeune fille n'est pas surprise en plaisantant. Elle n'a pas du tout peur de cette idée. Giuliano, qui remarque la réaction de sa sœur, raconte que sa mère lui a dit qu'elle, Diamond, commencerait à y aller demain. L'enfant se souvient que la duchesse avait dit quelque chose comme ça. La femme de chambre qui surveille la fille et Giuliano fait un clin d'œil sournois à Diamond et dit « Madame, vous êtes dans le groupe Milk Milk ». Diamond commence à se mettre en colère. Elle trouve le nom trop enfantin, alors elle demande à la bonne si elle peut changer de groupe. La fille s'incline et dit à l'enfant que cela n'est possible que lorsqu'elle grandit. 1 seconde plus tard, la servante pétille de ses beaux yeux gris, tape dans ses mains et ajoute que c'est l'heure de la sieste de la petite dame. Diamond essaie de dire qu'elle ne veut pas dormir du tout, mais la femme de chambre dit qu'elle ne le fera pas. Après tout, les enfants de 7 ans devraient manger beaucoup, bouger beaucoup et dormir beaucoup. La jeune fille, qui n'était pas prête pour une telle conférence, dit que Ravin est beaucoup plus éloquent qu'elle ne l'espérait. Sœur Diamond est d'accord avec un sourire et dit que la jeune fille ferait mieux de dormir un peu, si bien sûr elle veut assister au dîner officiel avec sa nouvelle famille. Finalement, l'enfant accepte à contre-cœur de dormir un peu et va se brosser les dents avec une expression insatisfaite sur le visage. Le majordome, qui surveille l'enfant depuis tout ce temps, trouve qu'elle ressemble vraiment beaucoup à la petite duchesse et au comte. Un instant plus tard, Diamond est déjà allongé dans son berceau et est en colère. Le rabbin tapote la couverture avec sa main et demande à l'enfant la raison de sa colère. La fille répond que c'est à cause de Giuliano, qui s'est encore une fois moqué d'elle comme un imbécile parce qu'elle irait à la maternelle. La servante dit que le fils et la fille de la famille Léonard ont également fréquenté un jardin d'enfants ordinaire pour les gens ordinaires. Ils l'ont fait parce que la duchesse disait toujours à ses enfants qu'il était important de connaître la vie des habitants de leur terre. Ces mots réconfortent un peu Diamond. La jeune fille bâille doucement, se couvrant la bouche avec sa main, comme l'exigent les règles de l'étiquette, et dit que ses souffrances commenceront demain. Immédiatement après ces mots, l'enfant s'endort. La servante regarde la jeune fille endormie et dit « Elle est toujours une enfant, même si elle parle comme une vieille grand-mère. » Ce qui a vraiment fait rire Ravin, c'est que la fille qui essayait de convaincre tout le monde qu'elle ne voulait pas se coucher s'est endormie. Puis la servante se lève du lit de la jeune femme et, avec un sourire sincère, dit à Diamond qu'elle aura une vie heureuse ici, dans cette maison. La soirée approche. Le soleil illumine le vaste domaine de la famille Léonard, d'où l'on peut entendre des discussions sur les vêtements qu'il vaut mieux choisir. Diamond, qui vient d'être réveillé par ses cris, est allongé sur le lit, ne comprenant pas ce qui se passe. Un œil de la jeune fille est fermé. L'enfant se débarrasse à contre-cœur de la robe rose tendre et essaie de demander pourquoi les gens dans sa chambre crient autant. La jeune fille s'assoit sur le lit, s'étire et voit devant elle 2 servantes qui créent toute cette agitation. Ravin et une autre fille aux cheveux roses tentent de décider quelle couleur convienne le mieux à la jeune femme. Diamond ouvre grand les yeux et, ne voulant pas du tout avoir la main chaude, se tourne prudemment vers les servantes. « M'avez-vous appelé ?» Les 2 filles arrêtent immédiatement de se crier dessus et s'excusent auprès de Diamond de l'avoir réveillée. Soudain, une lueur sournoise apparaît dans les yeux de Ravin, et la bouche de la servante se transforme en un étrange sourire. La blonde dit à l'enfant « Puisque tu es déjà réveillé, pourquoi ne choisis-tu pas toi-même »
Diamond, qui n'est pas encore tout à fait réveillé, semble un peu effrayé par cette suggestion. La sueur commence à couler sur le visage de l'enfant et elle se demande elle-même ce qu'elle doit exactement choisir. Ravin répond joyeusement à la question « Qu'en pensez-vous » Puis la servante montre de la main une immense armoire qui semble avoir des robes de toutes les couleurs et de tous les motifs. Rose festif avec un nœud, bleu quotidien, etc. De plus, en plus des robes, le placard contient un grand nombre de bijoux. Les pupilles de Diamond se rétrécissent jusqu'à atteindre des tailles incroyables. La jeune fille, qui a passé toute sa vie consciente dans un refuge où les enfants ne se préoccupaient pas particulièrement de leur apparence, n'arrive pas à croire qu'on lui propose de choisir une robe. L'enfant regarde sa garde-robe et ouvre grand la bouche de surprise. Ravin demande à la fille si elle aime quelque chose. La deuxième servante ne laisse pas non plus Diamond sans attention. La jeune fille dit à la jeune femme qu'ils l'aideront à s'habiller comme elle le souhaite. Pendant ce temps, Giuliano, toujours joyeux, se promène dans le couloir de la maison de la famille Léonard. Le gars est habillé de manière assez festive. Il porte un pantalon blanc et une chemise à motif gris clair. Giuliano se demande si sa sœur est prête pour le dîner. Le jeune homme décide de vérifier. Alors il se rend dans la chambre de Diamond, touche la poignée de la porte et demande à haute voix « Dia, tu ne dors pas encore ?» Au bout d'une seconde, le gars, souriant un peu étrangement, ajoute que tous les invités sont déjà rassemblés en bas. Il est donc temps pour eux, Giuliano et Diamond, de descendre aussi. Soudain, la porte s'ouvre. Petit Diamant sort de la pièce. Giuliano voit sa sœur et se fige sous le choc. La fille a l'air tout simplement fabuleuse. Elle porte une robe superposée beige-marron avec un gros nœud à la taille. Un ruban avec 2 boutons de fleurs, probablement des roses, est attaché aux cheveux ondulés de l'enfant. Les chaussures de la jeune femme sont également très jolies. Des chaussures marron simples mais élégantes. Diamond voit l'expression du visage de son frère et rougit un peu. La jeune fille porte la main à son visage et s'adresse à son frère. « Tu as dû déjà attendre. Je suis désolée d'avoir mis si longtemps. »